Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner pour la 3e édition du mailbag de l'histoire. Pour m'aider à faire le tri dans le courrier, je salue Charles sans tarder. Salut Charlie. Salut Josh, salut à tous. T'as vu Charlie, finalement on a eu pas mal de messages. Hein. Ouais, on a eu des questions à foison et en plus qui font plaisir avec plein de sujets différents abordés et tout, c'est cool. Exactement, on s'est dit, on a vraiment des auditeurs de grande qualité en vrai. Les questions sont vraiment cool. On en a parlé toi et moi, on a bien kiffé la totalité des questions, c'était vraiment bien. On a fait quelques tris. Je suis pas sûr qu'on traite 100% de toutes les questions qui ont été envoyées, parce que pour le coup vous avez bien participé. Mais on va essayer de faire, en tout cas, un clin d'œil à tous ceux qui ont participé, ça c'est sûr. Et puis merci aussi pour les messages qui accompagnaient ces questions, parce que franchement ça fait chaud au cœur. Il y a plein de gens qui ont été extrêmement élogieux, ça fait plaisir. Il y en a qui nous ont raconté comment ils ont découvert le podcast, comment ils nous écoutent aussi, à quel moment de leur journée, dans quelle activité ils nous écoutent. C'est assez marrant d'avoir conscience de ça. En tout cas, merci à tous, ça fait vraiment très très chaud au cœur d'avoir ces retours-là. Et puis pour ceux qui n'ont pas osé le coup cette fois, la prochaine fois, n'hésitez surtout pas à nous envoyer les questions. Franchement, c'est super cool. Charlie, on a aussi une annonce à faire pour le podcast, une petite évolution pour la saison. Tout à fait. À venir. Il y a un compte Instagram qui est déjà créé, alors qui pour l'instant est fantôme parce que j'ai pas encore eu le temps de poster quoi que ce soit dessus, mais vous pouvez le trouver sur Instagram, vous tapez NBA Corner, allez vous abonner. Pour l'instant, je crois qu'il y a 6 personnes. Donc allez-y, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast, à ce compte du podcast où je mettrai de temps à autre, la plupart du temps, une vidéo, un petit extrait du podcast. Je mettrai un lien évidemment pour relayer l'émission dans sa totalité. Donc, sur Instagram, il y aura un extrait d'1 minute, un truc comme ça sur un sujet en particulier. Et puis ça vous permettra éventuellement de faire suivre, de faire découvrir aussi le podcast peut-être à des gens qui aiment le basket. Libre à vous de faire ce que vous voulez avec ça, mais en tout cas, il y aura un compte Instagram. Et puis, autre grosse évolution pour la saison, après les vacances de la Toussaint, Charlie et moi, on vous proposera 2 épisodes par semaine désormais. Un épisode à découvrir le mardi matin et un autre épisode à découvrir le vendredi matin. Voilà. Donc, on enregistrera la veille au soir et dès le matin, vous aurez l'épisode en question. Donc, voilà, s'il se passe une dinguerie le mardi soir ou le jeudi soir, le lundi soir ou le jeudi soir, effectivement, on va pas en parler dans le podcast, mais on en parlera dans l'épisode suivant. Il y aura pas trop d'attente pour le coup. Mais voilà, ça on peut pas gérer le décalage horaire avec les États-Unis. Non, mais l'épisode du mardi au moins nous permettra de revenir sur les matchs du week-end et notamment ceux qui sont joués à des heures décentes pour nous Européens, et donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Ouais, carrément. Et puis on essaiera de se tenir à des podcasts d'1 heure. Donc il y aura plus de podcasts. On essaiera de tenir la durée des 1 heure. Même si je vois qu'il y en a plein qui adorent avoir des podcasts de bientôt 2 heures. Vous êtes des fous. Voilà. Mais voilà. Tout ça pour dire ça. On va faire, avant de traiter les questions, Charlie, j'aimerais quand même qu'on garde le point actualité sur ce qui s'est passé en NBA ces derniers temps. Notamment Trae Young et les Hawks qui ne se sont pas mis d'accord sur une extension de contrat qui peut avoir lieu à n'importe quel moment de la saison, ou ce sera un transfert. Ça, toi et moi, on en avait déjà parlé dans un épisode précédent. Moi, je persiste et je signe. Je dis que c'est une très bonne décision de la part d'Atlanta, qui veut voir ce groupe évoluer, qui veut voir Trae Young avec les jeunes joueurs, les jeunes talents de cet effectif, avec Risa Shea, avec Jalen Johnson, avec toute cette clique. Et je trouve que c'est une excellente décision de la part d'Atlanta. Je rappelle que Trae Young a un contrat donc de 49 millions pour une option joueur de 49 millions pour la saison prochaine. Cette année, il est payé 46 millions. Et s'il décline cette option, il sera free agent l'été prochain. Donc Charlie, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'aime bien la décision d'Atlanta. Ouais, non, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense qu'il y avait absolument pas d'urgence.
ils ont le temps de voir venir, ils ont le temps de voir comment tout ça se passe, quelle évolution les jeunes vont avoir, comment est-ce que Trae Young arrive ou pas à développer ses qualités de leader, ce qui pour le moment est un peu là où le bas blesse. Donc non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est une décision plutôt sage. Ouais, puis elle est cool la position des Hawks parce que ils ont un vivier de jeunes talents certains, que ce soit Rizachi ou Jalen Johnson. Rien que ces deux-là déjà, il y a vraiment quelque chose à aller voir de ce côté-là. Trae Young, est-ce qu'il a envie aussi de faire partie de ce projet? Je pense que c'est une question à laquelle Atlanta va essayer de répondre cette saison. Le Quinn Snyder et le coaching staff aussi, voir comment tout ça s'accorde donc sur le terrain. Donc j'ai vraiment hâte de voir ça, très pertinent de la part d'Atlanta. Russell Westbrook qui a signé aux Kings pour un contrat minimum. Je suis content de voir Russell Westbrook rester en NBA. Pour moi, j'ai l'impression qu'il va avoir un peu le rôle du nouveau Bobby Jackson des Sacramento Kings. Bobby Jackson, c'était un espèce de sixième homme adoré de l'équipe des années 2000 là, avec Chris Webber, Vlade Divac et Doug Christie d'ailleurs qui est le coach aujourd'hui. Voilà, je suis content pour les Kings parce que franchement cette équipe, je veux pas être méchant, mais j'ai pas l'impression que ça joue grand chose. Maintenant, voilà, avec Russell Westbrook, c'est vraiment cool. J'ai l'impression que on sait ce qu'il apporte Russell Westbrook, beaucoup d'énergie sur le terrain et voilà. Ça, quant à Zach Lavine et comment dire, DeMar DeRozan dans ton effectif, je pense que c'est une très bonne chose d'avoir Russell Westbrook pour électrifier tout le monde et donner du punch en sortie de banc. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que les Kings étaient intéressés par son profil depuis un moment, tu vois, c'est pas non plus quelque chose qui sort de nulle part, c'est l'équipe qui était le plus souvent annoncée comme étant intéressée par son profil, donc oui, je suis d'accord, c'est cool de le voir encore en NBA. J'avoue que ça m'aurait rendu un peu triste de le voir partir en Chine, comme ça a été évoqué à un moment, et de toute façon, lui, il n'en avait absolument pas l'intention, visiblement. Donc ouais, plutôt content, c'est cool, et j'ai pas de grandes attentes, mais ça fait plaisir de le voir rester en NBA. Oui, complètement, ouais. Je suis content, et les Kings, au final, pour moi, ça fait que l'équipe est un peu plus fun qu'elle ne l'était sans lui dans l'effectif, donc je trouve ça très bien. Dernière actu, à Détroit, aux Pistons, très mauvaise nouvelle, Jaden Ivey va passer une opération du genou, il avait eu sa fracture du péroné la saison passée, il va être absent au moins sur les 4 prochaines semaines. Coup dur pour les Pistons, clairement. Charlie, on en avait parlé des Pistons également dans les épisodes là de la nouvelle saison. Ces derniers temps, on avait dit que Jaden Ivey était un élément important de cet effectif parce que aussi ils ont laissé partir d'autres joueurs et c'est Jaden Ivey qui devait justement prendre un peu le relais. Et là, il est absent pendant un certain moment. Et la question de savoir dans quel rythme il va être quand il va reprendre le chemin des parquets, à quel point ça va pénaliser Détroit dans ce début de saison. Alors, la conférence Est, c'est pas la grosse compète absolue, mais c'est pénible quand même. Le truc un tout petit peu rassurant, c'est qu'a priori, c'est pas lié à la blessure qu'il avait la saison précédente. Donc ça, déjà, au moins, c'est un petit élément qui est rassurant. Maintenant, effectivement, c'est un peu triste, quoi. On aurait bien aimé voir cette équipe démarrer la saison au complet, voir comment ça montait en puissance. Bon, c'est un seul mois d'absence. La saison, elle est longue, on le sait. C'est pas dramatique dans la conférence Est parce que, comme tu l'as dit, c'est pas non plus la jungle. Je pense que tu peux te permettre aujourd'hui d'avoir un démarrage un peu plus lent que prévu. Mais ouais, c'est un contretemps et pour lui, ça doit être terrible. Je crois qu'il a passé quoi? Il a passé 10 minutes sur le parquet, un truc comme ça. C'est bon. Ouais. C'est un peu triste. Ouais, je suis assez dégoûté pour Jaden Ivey, pour les Pistons en général, parce que tu n'es pas sans savoir que j'ai des grosses, j'ai un gros coup de cœur pour cette équipe depuis un moment. Hein, Kate Cunningham, c'est un joueur que j'adore regarder jouer. Jalen Duren, pareil. C'est vraiment deux joueurs dans lesquels je crois énormément depuis un moment. Alors, maintenant que ça commence à se concrétiser, ça fait un peu suer de voir que Jaden Ivey, qui est censé être une pièce maîtresse à leur côté, ne puisse pas continuer l'histoire convenablement pour l'instant, tout du moins. Donc, ouais, c'est ça. Puis lancer vraiment ce cycle. En fait, il s'est pas encore lui lancé dans ce cycle où les Pistons sont une équipe ambitieuse, tu vois. Ouais, tout à fait. C'est un peu ça qui est dommage. Tout à fait. Allez, on va passer
Aux questions. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer on a choisi donc tous les messages et on va essayer de parler de chacune de vos interventions. Voilà. Et on va commencer par Michael, qui est fan du podcast depuis 3 ans, qui nous écoute apparemment tous les samedis. Et donc, il est fan des Pistons. Il nous dit l'avenir s'annonce prometteur au vu des jeunes talents qui composent l'effectif. Mais est-ce que par le passé, c'est déjà arrivé justement qu'une équipe composée de jeunes talents garde son groupe assez longtemps pour aller au titre? Eh ben écoute, Michael, moi j'ai envie de te dire que oui, pas plus tard que la saison passée avec OKC. Idem pour Boston, qui a drafté Tatum, qui a drafté Jaylen Brown. Denver aussi peut être cité. Hein. Ils ont drafté Jokic, ils ont drafté Jamal Murray. Ils ont échangé des pièces qui étaient des joueurs de leur effectif pour aller chercher Aaron Gordon. Donc c'est tout à fait possible, effectivement. Après, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que dans ces constructions-là, souvent, t'as des joueurs, on va dire, clés. Donc, tout à l'heure, justement, on parlait justement des Pistons. Là, t'as Kate Cunningham et Jalen Duren. T'as Jaden Ivey. Après, t'es obligé de faire des choix. C'est-à-dire que à qui tu vas donner l'argent, à qui tu vas donner un certain pourcentage de ton salary cap. C'est ça la question à laquelle vont devoir répondre comment dire, le front office de Détroit. C'est où est-ce que tu mets ton argent et à qui tu le donnes. Et c'est ces joueurs-là avec qui tu vas ensuite continuer. Et tu dois faire les bons paris, tu dois miser sur les bons joueurs pour espérer faire en sorte que ça se passe bien. Là, par exemple, tu regardes Détroit, ils ont énormément de jeunes talents. J'ai pas parlé de Ozar Thompson, de Ron Holland, des joueurs comme ça. Il y a un moment ou un autre, il faudra voir qui va coûter trop cher pour être gardé, qu'est-ce que tu peux avoir en retour, qui sont les joueurs identifiés comme étant les mecs dont tu ne te sépareras jamais. Voilà. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, et après je te laisse parler là-dessus, Charlie, c'est que si tu regardes les dernières équipes à avoir remporté les titres ces dernières saisons, que ce soit le Thunder l'an dernier, Boston, Denver, même Golden State quelque part, les Bucks en 2021, c'est que des équipes qui ont pu compter sur des joueurs qu'ils ont draftés, des superstars sur lesquels elles ont totalement misé pour les emmener en terre promise, et c'est ce qui s'est passé. Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi sur le fait qu'OKC soit un exemple. Pour moi, OKC, c'est pas un exemple, c'est une anomalie complète. C'est une exception. Alors, ouais, c'est une exception. Ils ont même pas eu besoin de garder leur groupe assez longtemps, en fait. Ils ont été en position de gagner le titre tellement rapidement après la draft de certains de leurs jeunes. Mais sinon, oui, sur le constat global, je suis complètement d'accord avec toi, évidemment. T'as cité Golden State. Pour moi, Golden State, c'est l'exemple parfait de ça. Sur le titre de 2015, par exemple, il y a pas mal de mecs draftés par la franchise qui sont là. Il y a évidemment Curry, Kled, Raymond Green, Harrison Barnes. Il y a aussi le pivot nigérian, j'ai un trou, Festus Ezeli. Même sur le titre de 2022, après réflexion, il y a Poole, Kuminga, Looney, Moody qui s'ajoutent à cela. Même les Nuggets, hein, Jokic, Murray, Porter Jr., Brown, Peyton Watson, on peut même remonter encore avant. Les Spurs de l'époque Tipeee collent assez bien à ce format-là, tout comme ceux du début des années 2010 avec Kawhi. Donc oui, bien sûr, je pense qu'il y a énormément d'exemples qui collent à ça. Et de toute façon, même si tu ne gardes pas tes jeunes talents et que tu ne vas pas au titre avec eux, tes jeunes talents sont des assets pour faire venir les joueurs qui vont te permettre de passer un cap. On parle de Golden State de 2015, ils arrivent aussi, enfin, tu dois encadrer de toute façon tes jeunes avec des profils adaptés, c'est typiquement le cas Iguodala. Iguodala, c'était le profil parfait à recruter. Donc oui, bien sûr, c'est arrivé très souvent qu'une équipe surfe sur la réussite, ces réussites de pic de draft pour aller jusqu'au titre. Ouais, et après il y a 2 éléments qui pour moi sont absolument indispensables quand tu suis une équipe et si t'as l'espoir de la voir aller au bout. C'est d'abord, et ça on en parle souvent toi et moi Charlie, c'est l'alignement propriétaire, front office, coaching staff et la star de l'équipe bien évidemment. Et en parlant de star de l'équipe, voilà, c'est ça aussi. C'est que est-ce que t'as le franchise player capable de t'emmener au bout? Est-ce que ton joueur numéro 1 a les épaules pour te conduire là où tu veux aller, quoi? Ouais, ou alors, est-ce que tes jeunes ont une cote suffisante pour ramener dans ton équipe le joueur qui va te permettre d'aller au bout? Et voilà, exactement, ouais. Et on a des exemples de joueurs hyper talentueux en NBA.
des joueurs, voilà, là on peut en citer plein, des joueurs qui, je pensais l'autre fois, par exemple, à Tracy McGrady, qui est souvent cité comme un joueur absolument incroyable, qui avait un panel offensif absolument fou. Défensivement, il était bon aussi. Et ce gars-là n'a jamais passé un premier tour de play-off. Mais oui. Mais c'est vrai qu'offensivement, c'était quand même quelque chose. Hein. Ouais. Non, mais je veux dire, il y a plein de joueurs de talent. Gagner un titre, c'est extrêmement difficile. Et le joueur qui est capable de t'emmener au bout, il y en a vraiment très peu. Donc, et ça permet d'expliquer plein de choses dont on reviendra tout à l'heure sur d'autres questions d'ailleurs. Mais voilà. Alors, est-ce que Cade Cunningham est ce joueur? Est-ce que Jalen Duren est son parfait complément pour y parvenir? Quel genre de joueurs vont pouvoir s'ajouter à cette épopée au fil du chemin? Est-ce que le front office est compétent pour bâtir cette équipe, pour bâtir cette équipe qui va aller au bout? On verra bien. En tout cas, Détroit aujourd'hui fait partie plutôt des équipes qui sont ça ressemble à quelque chose. Le projet est très très bon et très solide. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs franchises NBA qui aimeraient être dans la position de Détroit. Complètement. Donc voilà, Mickaël, j'espère qu'on a répondu à ta question. On va passer à la question de Noël, alias Big Noise, qui écoute, lui, nos podcasts en courant. Alors, sa première question... En respect. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'apparemment, il court la durée de notre podcast. Ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce que je me suis dit, mais quand on fait des podcasts d'1h45, faut être courageux, dis donc. Donc, force à toi, Noël. Ça m'a fait délirer ton message, j'ai adoré. Quels sont les 3 Français que vous allez suivre particulièrement cette année? Alors, moi, c'est très simple. Ça va être Victor Wembanyama, sûr et certain. Zachary Zaché, sûr et certain. Et Alex Sarr, et par association Bilal Koulibaly. Résultat, bah oui, c'est ça. Donc, voilà. Ça va être clairement mes 3 axes d'observation. Bah écoute, oui, moi c'est ça en fait. Spontanément, j'ai envie d'en citer 4, mais si je devais en choisir 3, bah je vais dire pareil. Je vais dire Wembanyama, Rizaché et soit Koulibaly, soit Sarr, puisque de toute façon, en regardant les matchs de Washington pour l'un, je verrai l'autre jouer. Tu vois, c'est malin. Donc tu vas pas flouter l'autre joueur français. Exactement. Et donc ouais, non, très clairement, je pense qu'au-delà des deux de Washington, Wembanyama est un choix évident, et puis Rizaché, c'est sûr qu'il a un profil qui m'intrigue beaucoup, et donc je vais également le suivre. Il nous demande également une recommandation pour un maillot NBA pour un jeune qui voudrait frimer lors des entraînements en club, car il est le seul à avoir un maillot qu'on trouverait beau ou qui est un peu hype pour l'année en cours ou l'année prochaine. Bah écoute, Noël, moi je te dirais, j'ai noté l'édition City d'Atlanta et idéalement le maillot de Jalen Johnson justement. Ça fait un peu avant-gardiste. Il y a pas beaucoup de monde qui connaît ce joueur-là, sauf je pense les gros fans NBA qui regardent Atlanta déjà et qui savent qui est Jalen Johnson. Donc moi je t'orienterai là-dessus parce que l'édition City d'Atlanta est vraiment canon, je trouve. Et Dieu sait que pourtant je suis pas super sensible aux maillots. Enfin voilà, j'ai pas vraiment d'avis toujours là-dessus, mais ces maillots-là, je les aime bien. Ouais. Charlie, je sais pas si tu as une opinion là-dessus ou si tu veux qu'on enchaîne. Bah non. Alors j'avoue que j'ai pas non plus, j'ai pas tout suivi non plus sur les maillots, mais si j'ai bien compris, cette saison, Philadelphie a sorti un maillot City Edition noir en hommage à la saison MVP d'Iverson il y a 25 ans. Mais oui. Donc retour à un maillot qui est légendaire pour moi. Donc je pense effectivement que je partirai là-dessus. Et pour le flocage, je sais pas, peut-être Vijay Edgecombe, tiens, pour rester sur un hommage à un combo guard scorer, ça me semble être adapté. Ah, pas mal du tout, ouais. Il nous demande également quel avenir on voit pour Joel Embiid, si on le voit rester aux Sixers ou est-ce qu'il pourrait aller ailleurs. Bah moi j'ai envie de te dire que c'est surtout une question de santé concernant Joel Embiid aujourd'hui, passé la trentaine. Sa capacité à jouer une saison plus des playoffs aujourd'hui, le doute est malheureusement présent. C'est clairement extrêmement compliqué pour Joel Embiid de voir où ça peut où est-ce que ça peut aller maintenant sa carrière. Je sais pas, j'ai pas envie de m'avancer trop parce que des fois quand tu lis certains rapports, t'as envie de limite t'arrives à imaginer que ça pourrait être la fin de la carrière de Joel Embiid largement. Et des fois, tu te dis, bah là, il prend enfin le temps de se remettre et de guérir, de se soigner. Donc voilà, j'ai envie d'être optimiste, j'ai envie de croire que ça va bien se passer. Aux Sixers ou pas aux Sixers, je sais pas trop.
l'article qui est sorti là sur sa relation avec la franchise, avec même les gens de l'extérieur en fait. C'était assez particulier, j'ai trouvé. Donc voilà, j'espère surtout qu'on aura la chance de revoir Joel Embiid sur un terrain. Parce que voilà, pour toutes les critiques que j'ai pu faire sur lui, ça reste un joueur qui compte, qui est quand même un des tout meilleurs joueurs de la NBA quand il est en pleine possession de ses moyens et qui offre des beaux duels. Moi qui suis fan de Jokic, voilà, quand il joue contre Jokic, parce qu'il n'a pas joué beaucoup de matchs contre Jokic, mais voilà, je trouve que c'est un joueur qui reste important en NBA et j'espère vraiment qu'il reviendra. Ouais, je trouve que c'est un peu difficile de se prononcer aujourd'hui. Est-ce qu'il peut encore nous faire des saisons aussi dominantes que celles où il est MVP? En fait, c'est la question aujourd'hui, c'est même de savoir s'il est capable de faire une saison complète, sans même parler du niveau de performance. Il va avoir 32 ans là. Pour moi, on peut difficilement s'attendre à ce que les choses s'améliorent vraiment pour lui physiquement. Il a un contrat qui est colossal. Il va toucher jusqu'à 67 millions jusqu'en 2029, je crois. Donc je vois pas quelle équipe aujourd'hui, un tant soit peu ambitieuse, va avoir envie de récupérer ce contrat avec tous les doutes qu'il y a sur son état physique. Donc pour moi, par la force des choses, il doit rester à Philadelphie. Enfin, soit il sera sur le parquet avec le maillot des Sixers, soit il sera à l'infirmerie. Je ne vois pas du tout aller ailleurs. Mais c'est clair que voilà, faire des pronostics sur la suite de la carrière d'Embiid, c'est particulièrement compliqué parce que soit on se base sur les saisons précédentes et forcément on peut vraiment pas être très optimiste. Soit on se prend un shot de copium et on se dit qu'il va se relancer et réussir à produire 2-3 saisons de haut niveau. Moi, en l'état, j'ai du mal à y croire. Ouais, complètement. Ouais. C'est vraiment triste ce à quoi ça ressemble aujourd'hui la carrière de Joel. C'est qu'il faut être clair, j'ai du mal à y croire, mais j'adorerais parce que un Joel Embiid en forme, c'est extraordinaire. Ouais, complètement, ouais. Et ouais. Écoute, on verra bien. Autre question, quelles évolutions on voit pour la NBA dans un avenir assez proche, notamment sur les nouvelles franchises potentielles Seattle, Las Vegas, les contrats à la lumière des contournements éventuels du salary cap des Clippers avec Kawhi Leonard. Est-ce qu'il y aura un durcissement des règles et ainsi de suite? Écoute, moi, ce que je pense, j'ai trouvé cette question très intéressante. Parce que on sait aujourd'hui que la NBA et les proprios actuels freinent un peu des quatre fers sur le projet d'expansion. L'argent coule à flot, hein, clairement, le contrat média là, est absolument colossal. Et manifestement, il n'y a pas forcément une grande envie de la part des propriétaires actuels de partager, parce qu'ils ont peur d'avoir un peu une dilution des bénéfices. Donc voilà, il y a le projet européen aussi qui est à mener pour la NBA et je pense que la NBA a très envie de se concentrer sur cette opération plutôt que de s'occuper de ce projet d'expansion contre l'avis de certains proprios. C'est-à-dire qu'il faudrait aller convaincre les propriétaires récalcitrants de faire cette expansion alors que c'est pas du tout ce qu'ils veulent faire et que le projet européen, lui, pour le coup, avance vite, avance bien et qu'il y a un vrai potentiel d'étendre leur marché sur le continent européen et c'est maintenant qu'ils ont envie de faire ça manifestement. Donc voilà. Pour la convention collective, le nouveau CBA, il est hyper punitif. On voit qu'il y a de plus en plus de bruit. Il y a eu un article de The Athletic qui est sorti et d'ailleurs c'est marrant parce que c'est exactement la conversation toi et moi qu'on a eue sur cette convention collective, Charlie. Beaucoup de front office demandent à ce que les joueurs qu'ils draftent bénéficient d'une exception salariale, c'est-à-dire un pourcentage où tu peux dépasser et ça ne joue pas contre ton salary cap. Moi, je suis tout à fait pour cette disposition. Je trouve ça extrêmement pertinent parce que je trouve ça injuste le fait que quand tu draftes un talent, que tu as identifié un talent, et Dieu sait que c'est quand même la roulette russe, la draft, la capacité d'un front office à identifier, à scouter des talents, à les drafter, à les développer, je veux dire, ça devrait pouvoir être un plus pour une équipe et pas un truc que tu dois payer au prix fort si jamais tu parviens à développer tes jeunes, quoi. Je trouve que ça va à l'encontre de ce que doit être la NBA et de ce que doit encourager la NBA au sein des franchises. Et quand tu vois des franchises qui n'ont strictement rien à faire de développer leurs jeunes talents, les équipes qui parviennent à le faire devraient être récompensées pour ça. Voilà ce que je dirais là-dessus. Donc voilà. Et ces nouvelles conventions collectives empêche aujourd'hui les équipes à 3 All-Stars, très clairement, sauf à accepter un sacrifice financier extrêmement important, où ensuite tu n'as que des contrats minimum autour, et grosso modo on sait aujourd'hui que c'est pas vraiment la recette pour aller gagner. Toi et moi, Charlie, pareil, on en avait parlé de ça. Aujourd'hui, cette nouvelle convention collective, c'est 2 joueurs majeurs, grand max, et le reste,
Il faut construire un effectif autour. Donc voilà ce que je dirais là-dessus. Oui, bah écoute, je suis globalement d'accord avec toi. Effectivement, on sait que le projet NBA Europe est un sujet assez brûlant. Certains évoquent même un aboutissement dans les 3-4 ans à venir, si je me trompe pas. Donc effectivement, ça me semble être le plus imminent. Moi, en tant que spectateur NBA, honnêtement, le seul sujet que j'aimerais vraiment voir être traité un jour, c'est celui du rythme, du nombre de matchs, de la santé des joueurs. Je trouve que c'est un sujet sur lequel la Ligue n'est pas au niveau. Mais je suis persuadé que ça ne changera pas dans les années à venir, parce que c'est une question de gros sous et qu'aucun diffuseur ne va accepter de voir le nombre de matchs diminuer. Ça, c'est clair. Et il y a la dimension historique aussi, Charlie. C'est-à-dire que toute la base statistique historique ne vaut plus rien si tu ne te bases plus sur une saison en 82 matchs. Donc, c'est-à-dire qu'ensuite, tous les exploits qui se comptent en chiffres n'auront plus de sens. Si tu joues une saison à 62 matchs, par exemple, comment tu veux comparer ce qui s'est passé par le passé à ce qui se passe aujourd'hui? C'est plus possible. Ouais, mais je comprends l'argument, si tu veux, mais ça me semble être tellement moins important aujourd'hui que de voir chaque saison des mecs, une dizaine de mecs calibre All-Star se péter de manière plus ou moins grave. Je pense que pour moi, c'est ça le plus important aujourd'hui. Mais... Ouais. Ce que je voulais dire, c'est que manifestement, cette donnée-là rentre en considération largement, quoi. La dimension historique des stats fait que ça se joue comme ça, quoi. Et dernière question donc de Noël, c'était les meilleurs contrats de la Ligue qui pourraient bouger dans l'année selon nous, et quelle franchise pourrait les faire venir ou devrait les faire venir. Alors, sur les franchises qui pourraient les faire venir ou devraient les faire venir, ça va dépendre de l'évolution de la saison, et c'est assez difficile de se prononcer dès maintenant sur ça. Maintenant, moi, je t'ai ressorti 3 contrats qui sont vraiment très très intéressants. Il y a Kobe White aux Bulls qui est sur un contrat de dingue, qui est vrai. Il a 3 ans à 36 millions, je crois. Et qui pourrait vraiment bouger, lui, pour le coup. Voilà, complètement. Lui, il peut tout à fait bouger, et je pense que l'équipe qui s'offre le service de Kobe White on sera vraiment bénéficiaire, parce que c'est vraiment un excellent joueur. Aaron Nesmith des Pacers à surveiller, excellent joueur des Pacers, et à voir si les Pacers seront en mesure de le garder et de le payer à sa juste valeur. Pas certain. Peut-être qu'il pourrait faire le choix de s'en séparer pour devancer justement la perte de ce talent et transformer ça en asset, en pick de draft, en contrat expirant ou je ne sais quoi. Donc Aaron Nesmith, ça me semble être également un excellent joueur à regarder là-dessus, et un joueur qui peut vraiment changer la donne dans une équipe. Et l'autre contrat qui est complètement fou, c'est Herb Jones aux Pelicans, 5 ans, 97 millions de dollars. Enfin, je veux dire, c'est n'importe quoi. Vu le talent de ce gars-là, le mur défensif que c'est affolant qu'il ait accepté un contrat pareil, quoi. Et si tu fais venir un joueur de ce talent-là à ce prix-là, le jour où il se retrouve dans une équipe qui joue potentiellement le titre, ça peut faire très très mal. Écoute, les deux premiers noms que t'as cités, je les avais aussi, Kobe White et Aaron Nesmith. Je pense que c'est des contrats qui sont incroyables. Moi, j'ai aussi noté Peyton Pritchard. Ouais. Peyton Pritchard, c'est aberrant. Il touche 7 millions par an quand même, le mec. Et l'autre que j'avais noté, c'est il a 3 saisons qui restent en plus sur son contrat à Peyton Pritchard. Oui, il est jusqu'en 2028. C'est-à-dire que c'est un contrat. Je pense que s'il ultra compétitif, quoi. S'il maintient le niveau de performance qu'il a eu la saison dernière, pour moi, c'est pas loin d'être le meilleur contrat de la ligue. Ah oui, complètement. Ouais. Et l'autre que j'ai noté, c'est Denis Avdija, contrat dégressif pour un joueur de 24 ans, entre 14 et 11 millions par saison. Il a fait des énormes progrès ces 2 dernières années, et franchement, enfin, tu vois, s'il continue à nous pondre des saisons à 17 points, 7 rebonds, avoir un contrat dégressif de ce niveau-là, c'est assez exceptionnel. Ah ouais, complètement, ouais. Absolument d'accord. Et pour revenir 2 secondes sur Aaron Nesmith, globalement à Indiana, franchement, qu'est-ce qu'il y a comme bon contrat? Enfin, Nembhard à 18 millions, par exemple, c'est quand même, c'est pas mal. Hein. De toute façon, le front office des Pacers est sûrement un des front office les plus sous-estimés de toute la ligue. Et quand tu vois le boulot de comment ils ont constitué l'effectif l'an dernier, et même le boulot sur les 3 saisons auparavant, depuis l'arrivée de Tyrese Haliburton dans cet effectif,
La manière avec laquelle ils ont façonné un effectif adapté à Haliburton, enfin, c'est vrai, non, c'est incroyable. J'ai oublié, il y avait un article là-dessus qui était passionnant sur Haliburton, enfin quand il a été transféré des Kings aux Pacers, comment ça s'est passé, comment le front office lui a dit, voilà, maintenant c'est ton équipe, c'est à toi enfin, on te donne les clés du truc, quoi. C'est à toi de nous conduire et à toi de nous mener et à toi de prendre le vestiaire et de prendre le leadership. Et c'est ce qui est affolant dans cette histoire, c'est que il a été extrêmement blessé d'avoir été transféré par Sacramento et il s'est retrouvé dans une situation absolument idéale. Et quitter Sacramento, c'est probablement la meilleure chose qui lui soit arrivée dans le début de cette carrière. Et voilà ce que c'est devenu depuis. Alors là, forcément, on est tous privés de Tyrese Haliburton pour la saison à venir et c'est un crève-cœur, mais très sincèrement, c'est assez génial cette équipe et les gens, les architectes de cet effectif, waouh, c'est très très fort. T'imagines le bonheur, genre t'es un jeune meneur du profil d'Haliburton, t'arrives dans une nouvelle équipe et là il y a un génie offensif du calibre de Rick Carlisle qui te dit c'est ton équipe, on va la construire autour de toi pour te mettre royal, mais quel bonheur c'est. Ouais. C'est incroyable. Ouais, carrément, ouais. Donc voilà. Voilà. Et écoute, Noël, j'espère qu'on a répondu à toutes tes questions et que les réponses te conviennent. Et si elles te conviennent pas, tu nous envoies un mail pour nous dire que ça va pas. Et puis voilà. Fabien, il trouve que notre podcast écrase la concurrence, rien que ça. Fabien, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je rigole, non mais. Oh, le melon. Non, mais ça va. Non mais, Fabien, franchement, ça m'a fait tellement plaisir de lire ces mots. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais en tout cas, dans mon cœur, waouh, ça a fait boum. Il nous demande, Fabien, si on peut encore voir des dynasties s'installer en NBA, et si oui, quelle franchise et quels joueurs ont la capacité de le faire dans les 10 ans à venir. Alors, peut-on voir encore des dynasties? J'ai envie de te dire que oui. Aujourd'hui, clairement, le Thunder est l'équipe la mieux placée en raison de sa situation salariale et de sa banque de pics de draft. Son compte en banque rempli de pics dans tous les sens, des premiers tours, des seconds tours, tout ce que tu veux, plus les jeunes talents qu'ils arrivent à identifier, à développer et qui pullulent dans leur effectif. C'est vraiment l'embarras du choix côté Thunder. Donc, je pense que c'est encore possible. Effectivement, la nouvelle convention collective rend ça extrêmement difficile. Je pense que l'équipe qui arrivera, à faire un three-peat, 3 titres consécutifs, par exemple, c'est vraiment ça sera vraiment un exploit incroyable et collectif, quoi. Que ce soit les joueurs sur le terrain, le front office et le proprio qui a investi et qui a accepté de payer des taxes dans tous les sens, parce que je vois pas comment c'est possible de faire autrement. Mais voilà. Clairement, ça sera la victoire de toute une équipe. Et dans les 10 ans à venir, j'ai envie de te dire que déjà, le Utah, par exemple, sur le papier, a tout à fait les moyens de prétendre à ce genre de choses. Utah, Danny Ainge, c'est exactement ce qu'il suit, c'est l'exemple de Casey. C'est compiler les pics et attendre le jour où un Shai Gilgeous-Alexander te tombe dans les mains. Là, par exemple, ils ont drafté Ace Bailey, qui a l'air d'être un excellent talent. Ils ont Lauri Markkanen, qui est un candidat pour un transfert dont on parle depuis plusieurs saisons maintenant. À voir ce qu'ils vont en faire. Mais en tout cas, c'est une franchise qui est clairement dans l'attente de soit drafter un talent générationnel, de développer ces jeunes talents entre-temps, pour essayer de les revendre, pour essayer de les échanger contre des pics et ainsi de suite. Donc Utah, sur le papier, c'est vraiment une équipe qui ressemble un peu à ce qu'est en train de faire ils suivent le modèle Thunder, clairement. Et puis après, tu as toutes les franchises qui sont les mieux gérées depuis longtemps maintenant en NBA. Boston, Miami, les Lakers, parce que c'est les Lakers, les Spurs, ce genre de franchises qui sont extrêmement bien pilotées de haut en bas. Et voilà, ça, c'est des équipes qui, quoi qu'il arrive, seront toujours sur le devant de la scène. Je vois pas comment, à moins qu'il y ait un changement total de propriétaire. Enfin, quand tu as des changements de propriétaires et de front office, tout ça, la question peut se reposer, mais
Mais voilà ce que je dirais, moi, personnellement. Écoute, moi j'avoue que j'y crois pas trop. Je pense que les Warriors ont réalisé quelque chose de complètement exceptionnel, notamment parce qu'ils avaient une longueur d'avance sur les autres dans l'évolution du jeu et qu'ils avaient un espèce de trio qui était absolument parfaitement adapté au jeu actuel. Je pense que la situation de la convention collective et le nombre de blessures qui me semble être croissant, c'est un vrai frein à l'établissement d'une dynastie. Je pense qu'une équipe comme OKC peut effectivement continuer à gagner, mais ce qu'a fait Golden State, c'est quand même absolument fou. Enfin, on parle d'une équipe qui a remporté la conférence Ouest 5 saisons d'affilée, qui a eu 4 titres entre 2015 et 2022, et encore sans les blessures, l'addition aurait pu être vraiment plus lourde. Donc j'ai un peu du mal à y croire. Maintenant, bon bah écoute, si on doit se projeter, moi je trouve qu'il y a une franchise qui a déjà un talent générationnel et des jeunes intéressants, c'est les Spurs. Wembanyama, de tous les jeunes de la ligue, c'est le seul qui a démontré une telle capacité à dominer en attaque comme en défense, mais le problème c'est que ça dépend de tellement de choses, de sa santé au choix de la franchise, c'est trop difficile de se projeter. En Oui, NBA, les choses vont tellement vite en fait que c'est compliqué de se projeter, mais c'est vrai que moi j'ai du mal à croire qu'on puisse vraiment voir une dynastie dans les 10 ans à venir. Ouais, t'as raison, les Spurs sont comme Utah. Ils sont en avance sur Utah. Ah oui, oui, complètement, puisque eux, ils ont le joueur qu'il leur faut. Ils n'ont pas tous les pics de draft d'OKC, mais comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, OKC est plus l'exception que la règle. Personne ne peut faire ce qu'a fait Sam Presti. Non. C'est clair. Enfin voilà, puis aujourd'hui, j'ai l'impression que les front office sont aussi beaucoup plus sensibles à ce genre d'opération. Sam Presti est arrivé à un moment où il y a pas mal d'équipes qui se débarrassaient volontiers de leurs pics de draft sans trop les valoriser comme ils le sont aujourd'hui. Or, aujourd'hui, justement, cette nouvelle convention collective t'oblige à donner une valeur très particulière à tes premiers pics et même tes seconds tours de draft. Ils ont pris énormément de valeur sur le marché des transferts et aux yeux de chaque front office de la NBA. C'est clair, ouais. Ils ont augmenté en valeur parce que ce sont des contrats rookies, tout simplement. Et que ces contrats rookies, c'est des contrats où tu peux avoir un talent à un prix qui défie toute concurrence. Donc, et c'est pour ça que le Thunder, là, sur cette saison-là, ils sont injouables. Enfin, ils ont encore des contrats rookies, enfin, et des joueurs qui sont partis pour être des cadors en NBA, quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà. On va passer à la question de Amir. Amir qui nous remercie de participer à sa culture basket. Et donc, il nous dit il nous dit, comme tout le monde, on a très envie de revoir Victor Wembanyama, sur les parquets NBA, surtout après son arrêt prématuré. Il nous dit qu'il est très hypé de l'avoir vu se préparer avec Hakeem Olajuwon, la prise de masse musculaire, de tout ce qu'il a fait pendant l'intersaison. Il nous dit qu'il essaie de pas s'enflammer, de garder sa lucidité, en se rappelant qu'il n'a que 1 an et demi en NBA. Effectivement, il dit que le play-in et le titre de défenseur de l'année est tout à fait atteignable si la santé le permet. Sa question est de savoir si il faut s'attendre à plus que ça cette année pour lui et les Spurs. Alors, très clairement, Amir, moi je pense que les Spurs sont clairement une des équipes les plus fun à suivre cette saison. Et on va voir comment l'effectif se met en place. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation, clairement. On va voir si des transferts vont être envisagés ou pas pendant la saison. Mais il y a eu un excellent recrutement. Moi, j'adore l'arrivée de Luke Cornett, de Kelly Olynyk. Voilà, la draft de Dylan Harper également semble tout à fait pertinente. Toi et moi, Charlie, on en a parlé dans l'épisode la semaine, il y a quelques semaines, de De'Aaron Fox avec Victor Wembanyama. Ça, pareil, on ne sait pas à quoi ça va ressembler vu qu'ils n'ont joué que 5 matchs ensemble. Mais très clairement, cette équipe des Spurs, je pense que le play-in est atteignable. Victor Wembanyama, pour moi, peut gagner 6 titres consécutifs de défenseur de l'année tant qu'il est sur un parquet et qu'il tient la ligne de la limite des 65 matchs. Il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas l'immense favori pour ce titre de défenseur de l'année, très clairement. C'est clair. Voilà. Donc voilà ce que je te dirais. Effectivement, je pense que il faut garder un minimum de réserve parce que il y a plein d'interrogations, il y a plein de points dont on ignore pour l'instant quelle va être l'évolution de cette équipe et des différents joueurs. Mais je pense que l'espoir est tout à fait de mise, ouais.
Ouais, et puis moi je pense qu'il faut pas avoir peur d'avoir des attentes importantes pour Wembanyama en fait. S'il y a bien une chose qui nous prouve depuis son arrivée en NBA, c'est qu'il est pas intimidé par le poids des attentes. Et je pense aussi qu'il faut que cette équipe et les jeunes joueurs qui la composent découvrent les playoffs les plus vite possible, et j'aimerais que ce soit le cas dès cette année si possible. Alors évidemment, tu l'as dit, le plus important, ça va être d'enchaîner les matchs, mais je crois sincèrement que si Wembanyama peut jouer toute la saison sans pépin physique, San Antonio va monter en puissance et cette équipe peut largement dépasser les attentes initiales. Complètement. Mais c'est tout à fait l'objectif, tu as tout à fait raison. L'objectif des Spurs aujourd'hui avec Victor Wembanyama, c'est d'atteindre les playoffs. Ouais, c'est pas juste le play-in, c'est vraiment d'aller aux playoffs. Exactement, c'est d'atteindre cette première étape qui est de mettre un premier orteil dans les playoffs, d'avoir une première confrontation et de voir qui répond présent, de voir comment ils répondent à la pression, parce que on le dit tous chaque année, les playoffs c'est encore autre chose que la régulière. Et plus vite tous ces jeunes joueurs auront une idée de ce qui les attend, plus vite ça va aider leur progression et ça va permettre à San Antonio d'avancer, d'accélérer comment dire, l'évolution de l'effectif en général. Et c'est Ouais, ça qu'il faut voir du côté des Spurs. Et il y a pas que les, en plus enfin tu vois, on a aussi un peu envie de voir comment Mitch Johnson va gérer ça, une situation de playoff, comment est-ce qu'il va réagir à cette situation? Est-ce que c'est un coach qui est capable de s'adapter, de trouver les solutions au cours de séries, etc., etc. Tout ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants pour l'avenir à moyen terme des Spurs. Oui, complètement. Charlie, je voulais te demander, est-ce que on ne doit pas redouter un petit peu? Je me suis posé la question là quand je vois Victor Wembanyama effectivement qui s'est renforcé d'un point de vue musculaire. On voit qu'il joue beaucoup plus au poste, qu'il a arrêté de prendre les shoots complètement fous derrière la ligne des 3 points, alors qui était très fun à suivre probablement, mais il y avait un certain manque d'efficacité et surtout il ne provoquait pas énormément de fautes. Là aujourd'hui, on voit que son stage avec Hakeem Olajuwon fait qu'il a largement augmenté en pré-saison son nombre de post-up, ce qui est une bonne nouvelle. Il va beaucoup plus au contact. Luke Cornett, son coéquipier désormais, puis son compagnon aussi à l'entraînement, confirme que le Victor Wembanyama a largement pris de la masse et beaucoup plus fort que la saison passée. Et il est capable de bouger maintenant les joueurs au poste. Maintenant, moi, je me pose la question de savoir est-ce que ça augmente pas la probabilité de voir Victor se blesser, d'avoir un pet physique justement parce que il va être beaucoup plus au corps à corps avec ses adversaires et que ses adversaires en réponse vont être beaucoup plus physiques avec lui. Et pour moi, je me dis peut-être que ça peut augmenter le risque de blessure. Je ne l'espère pas, je ne le souhaite pas, mais c'est vraiment une question que je me pose. Le renforcement musculaire qu'il a fait cet été vise aussi justement à se prémunir un peu de ça et maintenant, effectivement, oui, c'est un risque, mais en même temps, on sait très bien que c'est quelque chose qui devait développer dans son jeu, tu vois, c'est pas quelque chose qui sort de nulle part. Donc je pense qu'il faut pas être, en tout cas, je suis persuadé que lui n'est pas dans l'appréhension à ce niveau-là. Et écoute, on verra ce que ça va donner. De toute façon, on sait très bien qu'avec un profil phisique pareil, le risque de blessure, il sera toujours là. Complètement. Et je crois que c'est ce que tu m'avais dit l'autre fois, corrige-moi si je me trompe, mais je rejoins ce que tu avais ce que tu avais dit concernant les Spurs et Wembanyama. Les Spurs, aujourd'hui, doivent se concentrer sur le fait de gagner maintenant, d'atteindre les playoffs maintenant et pas forcément dans 5 ans. Tu peux planifier. En fait, les Spurs doivent planifier à la fois pour la saison maintenant, actuelle, la saison prochaine, les 5 saisons à venir, mais il ne faut pas perdre, pour moi, une seconde pour entourer Victor Wembanyama des joueurs nécessaires pour aller le plus loin possible dès maintenant. Ils ne peuvent pas se permettre d'attendre parce que ce physique qu'il a, Victor Wembanyama, je touche du bois pour que ça se passe très bien, qu'il nous fasse une longue carrière, au moins 10 ans, il n'y a pas de souci, mais avec ce physique, voilà, le jour où il commence à avoir un pet aux jambes, notamment tout ce qui est en bas du corps, les choses peuvent très vite se compliquer et j'ai pas envie de voir ça et j'ai pas hâte de voir ça si ça devait arriver. Donc il faut pour moi les Spurs absolument construire dès maintenant cet effectif autour de Victor Wembanyama et se montrer ambitieux dès maintenant. Ouais, non, mais tout à fait d'accord avec ça. Effectivement, je pense que vu son profil physique, on peut pas
on serait ravi que ça arrive, mais on peut pas s'attendre à ce qu'il fasse une carrière aussi longue que celle de LeBron, par exemple, ou même que d'autres joueurs. Effectivement, je pense que il faut pas perdre de temps. Il va avoir 22 ans là, c'est sa 3e saison. Il faut découvrir les playoffs cette année, vraiment. Et personne n'a envie de faire une carrière aussi longue que LeBron. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Ça dure trop longtemps, LeBron. Je plaisante. Ça m'aurait étonné, tiens. Je plaisante. C'était mon petit tacle à LeBron James, mon petit tacle personnel. Voilà. Pour rire. Il faut rire un peu. Oui. Amir nous pose également une autre question sur Jokic, sur l'Eurobasket. Comme quoi il était attendu plus haut et l'impact que cette déception de la Serbie à l'Eurobasket peut avoir sur la saison des Nuggets et de Jokic. On avait abordé, toi et moi, la question de l'Eurobasket dans les premiers épisodes de la saison. Et c'est intéressant d'y revenir, parce que ça m'intéresse toujours de parler de Nikola Jokic. C'est clair qu'avec la Serbie, ça a été une déception. Clairement, leur élimination de l'Eurobasket a été, c'est pas ce qu'on attendait. Ils étaient les grands favoris, hein. Mais il y a eu des blessures quand même pour certains joueurs clés, notamment celle de Bogdan Bogdanovic. Moi, personnellement, je l'ai déjà dit, j'étais pas forcément mécontent parce qu'il a joué les JO en 2024. Là, il jouait l'Euro. Et pour moi, Jokic a besoin de se reposer, a besoin de prendre tout le repos qu'il peut prendre. Voilà, donc le fait qu'il puisse se reposer, arriver à peu près frais pour la reprise et le training camp, c'est une très bonne chose pour moi. Il est clairement entouré du meilleur effectif de sa carrière à Denver avec cette équipe. Et si la sauce prend et que Adelman et le coaching staff arrivent à construire cette défense pour au moins être milieu de tableau sur la saison régulière, je vise au moins la 15e place. Entre la 10e et la 15e place, ça sera déjà très très bien pour Denver. Je pense que cette équipe peut faire très 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 mal cette saison, clairement. Ouais, je suis complètement d'accord sur l'aspect repos. Et puis honnêtement, moi, même si la performance serbe est une petite déception, je crois pas du tout que ça puisse avoir un impact sur la saison NBA de Nikola Jokic. En fait, j'ai même tendance à penser que toute sa carrière NBA nous prouve qu'il est pas vraiment du genre à se laisser abattre par une déception collective. En plus, si mes souvenirs sont bons, parce que j'ai pas tout en tête, mais je crois que lui, il fait plutôt un bon match sur le match de l'élimination face à la Finlande. Bon voilà, je pense vraiment pas que ça ait l'impact. Tu l'as dit, les blessures ont fait du mal à cette équipe. À la limite, je pense que les seules conséquences, c'est comme tu l'as dit, qu'il va arriver plus reposé et puis qu'il va avoir encore plus la dalle. Donc ouais, non, aucun doute là-dessus. Ouais, complètement. Franck, qui écoute le podcast en promenant son chien en voiture ou en faisant son footing, merci Franck. Première question qu'il nous pose, c'est à propos du tanking. Est-ce que ça marche vraiment? Et il nous cite, alors il a demandé à une intelligence artificielle ce qu'elle en pensait. Et donc les 5 plus mauvaises équipes selon Copilote de ces 5 dernières années ont été Détroit, Houston, Orlando, Charlotte et Washington. Voilà, donc la preuve que ça peut marcher pour les 3 premières cités, Détroit, Houston, Orlando, et que c'est moins le cas pour Charlotte et Washington. Et il nous demande ce qu'on en pense. Alors, le tanking, ça marche moins parce que la NBA donc a supprimé cette histoire de pourcentage d'obtenir le premier pick de draft. Donc effectivement, c'est beaucoup moins simple aujourd'hui de se dire je vais tanker de façon comme un fou et je vais essayer de choper un talent avec le premier pick de draft. Ça marche moins, mais ça reste la meilleure façon d'avoir cette opportunité de drafter tout en haut, Donc, et c'est comme ça que les équipes, les petites équipes notamment, enfin les équipes, les marchés plus modestes, Ouais, on va dire, marchés, ouais. et peuvent s'en sortir parce que les free agents ne signent pas chez eux. Donc, c'est un peu leur seule opportunité d'y parvenir. Donc voilà. Après voilà, Détroit, Houston, Orlando. Effectivement, si tu regardes un peu ces équipes-là, eh ben ça construit, ça a fait des transferts, ça a récupéré des pics de draft, ça a pris des risques à un moment ou à un autre. Que si tu regardes Houston, ils ont quand même réussi à se reconstruire de bonne manière après après la période Harden, ce qui n'était pas gagné, mais ils ont récupéré les pics de draft qu'il fallait, ils ont drafté de façon idéale. Et les voilà aujourd'hui en très très bonne position. Charlie, tu faisais exactement la réflexion tout à l'heure. Pic de draft, échanger des joueurs pour récupérer des talents de premier choix. C'est exactement ce qu'a fait Houston.
Orlando, ils ont drafté. Orlando, depuis la période depuis que Dwight Howard est parti, c'est quand même une sacrée traversée du désert qu'ils ont Orlando. Là, ils commencent à toucher du doigt quelque chose avec Banchero, avec Franz Wagner et toute la clique. On a parlé d'Orlando récemment. Maintenant, faut concrétiser. Mais voilà, l'espoir est de retour à Orlando, clairement. Détroit aussi, l'espoir est de retour. Pour ce qui est des Wizards, ils ont commencé à changer les choses en profondeur. Trey Johnson a été drafté. Ils ont eu des bons pics de draft ces dernières saisons. Les insiders sont élogieux à leur sujet. Brian Keefe, qui est un coach qui semble idéal pour développer les joueurs, il est passé à OKC, il est passé aux Knicks, il est passé aux Lakers, il est passé aux Nets en tant qu'assistant. Il a fait beaucoup de temps à OKC, notamment pendant la période Durant-Westbrook. Il est parti en 2015, il me semble. Voilà, le proprio des Wizards, Stan Lonzis, il n'a pas bonne presse, très clairement, mais le recrutement ces dernières années au niveau du front office est très encourageant. Il a fait venir Will Dawkins, qui a longtemps été le protégé de Sam Presti à OKC. Il est aujourd'hui GM de l'équipe depuis 2023, et ça, on en avait parlé aussi. Il commence à faire un vrai travail de fond en termes d'identification des talents, de recrutement. Il y a Travis Schlenk, qui était aux Hawks, qui fait partie du staff aujourd'hui. Voilà, donc moi j'ai l'impression aux Wizards, c'est en train de prendre une bonne direction, qu'il y a des gens très compétents nommés à des postes clés. Et pour le coup, les Wizards, j'ai confiance. Les Hornets, c'est plus compliqué. Je sais pas trop où ça va, j'avoue. Et là, pour le coup, je suis beaucoup moins enthousiaste concernant le projet des Hornets, quoi. Pour moi, il y a pas forcément les bons talents. Il n'y a pas forcément les bons joueurs. Ça reste une équipe fun à regarder de temps en temps, mais bon. Je les vois pas accrocher les playoffs avant un bon moment, quoi. Ouais, non, je suis d'accord. En fait, le tanking, c'est pas la recette miracle. En fait, la seule recette miracle en NBA, c'est d'avoir un bon front office qui saura, quelle que soit la situation, prendre la décision la plus pertinente. Et oui, c'est sûr que quand un front office est compétent, tanker, ça peut être une décision judicieuse. Mais dans tous les cas, ça reste une science inexacte. D'une part, parce que, comme tu l'as dit, on n'a jamais la garantie d'avoir le pic qui nous permettra d'avoir le rookie dont on rêve. Et d'autre part, parce qu'un jeune a beau avoir un potentiel immense, rien ne garantit jamais qu'il puisse réaliser ce potentiel, n'est-ce pas, Zion? Et ce qui est clair, c'est que dans une reconstruction, un des aspects les plus importants, c'est le fait d'avoir des assets. Alors oui, des choix de draft haut placés sont des assets d'une grande valeur. Oui, des jeunes avec du potentiel sont des assets d'une grande valeur. Après, encore une fois, tout dépend de l'utilisation de ces assets. Et ça dépend de la qualité du front office. Tout à fait. Exactement. Et est-ce que le propriétaire vient te mettre des bâtons dans les roues ou pas? Ouais. Ça aussi, ça peut arriver. Les Kings, c'est exactement le problème qu'ils ont aujourd'hui. Tant qu'ils auront ce propriétaire interventionniste qui arrête pas de fourrer son nez dans des affaires qui ne le regardent pas et où il n'est clairement pas compétent pour prendre les décisions qui s'imposent, cette équipe n'ira nulle part. C'est comme ça. C'est chiant pour les fans, je me doute bien, mais voilà. Et là, pour le coup, les Wizards, c'est une équipe qui m'intéresse beaucoup pour ça. Parce que c'est une équipe qui, pendant longtemps, était la risée de tous les fans NBA. Et aujourd'hui, ils sont en train, doucement mais sûrement, de changer de cap, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai envie d'y croire. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de faire un bon truc. Donc, j'ai envie de croire que les Wizards, ça peut bien se passer. Mais c'est des constructions à long terme. C'est des constructions à long terme. Ça, moi, je suis fermement attaché à l'idée qu'une équipe a une fenêtre de 5 ans si elle a un effectif et des talents vraiment clairs, nets et ils ont des vraies ambitions. T'as une fenêtre de 5 ans, quoi. À partir du moment où tu commences à investir, voilà, comme les Knicks, comme Orlando aujourd'hui, où ils sont all-in d'un point de vue financier, t'as 5 ans pour t'en sortir et encore, quoi. OKC, c'est pareil. Boston, c'était pareil. Ils ont décidé de faire un reboot parce que la blessure de Tatum. Mais voilà. Après, reconstruire un effectif, ça dépend de tellement de paramètres. Et avant toute chose, le talent qui est le talent autour duquel tu vas construire. Et tant que t'as pas ce talent-là, ça sert pas à grand-chose de... Voilà, tu peux jouer le milieu de tableau. Hein. C'est ce que font certaines équipes, certaines franchises. Mais certaines le font depuis des années même. Ouais. Oui, clairement. Donc, mais voilà, tu fais une croix sur tes ambitions, quoi. Il nous demande également quels sont les rookies français qui sont dans une position concrète de pouvoir se montrer.
Euh, J'aurais envie de dire Noah Essengue aux Bulls, mais franchement, la pré-saison, elle est difficile. Il est trop jeune. Il est beaucoup trop jeune et j'ai pas l'impression que ça va jouer, malgré le fait que ce soit une équipe qui a pas vraiment d'ambition. On verra ça. Nolan Traoré aux Nets, ça va pas être facile non plus, mais j'ai envie de croire qu'il aura une opportunité de jouer parce que Jordi Fernandez est un excellent coach, je le crois vraiment. Et ça, il faut s'en réjouir parce que j'ai l'impression que Jordi Fernandez a envie de développer. C'est l'objectif pour moi des Nets aujourd'hui, c'est de développer les jeunes talents et de leur donner des minutes de jeu. Et je pense que si Nolan Traoré prouve à l'entraînement qu'il est capable d'avoir des responsabilités, j'ai envie de croire qu'il aura des minutes de jeu. Et Johan Béranger aux Wolves, je le trouve très impressionnant dans ce qu'il a pu, les quelques minutes qu'il a pu montrer. Et pareil, j'ai envie vraiment de croire qu'il peut intégrer la rotation, alors de façon très limitée, parce que les Wolves ont des ambitions pour le coup. Mais j'ai vraiment, je pense qu'il peut gratter quelques minutes. Ouais, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est surtout Nolan Traoré, effectivement, qui est dans la meilleure, entre guillemets, dans la meilleure position pour se montrer. Maintenant, lui aussi, il est jeune. Il y a aussi de la concurrence, mais tu l'as dit, Jordi Fernandez a l'air d'avoir envie de le développer. Il lui a donné un peu de temps de jeu en pré-saison. Il a pas hésité à s'exprimer Ouais. sur son apport, etc., etc. Il est pas du tout là. On sent qu'il est pas là pour le chouchouter. Hein. S'il faut lui dire les choses, il le fera et c'est très bien. C'est aussi comme ça que les jeunes progressent. Donc ouais, je partirais plutôt sur Nolan Traoré. Je pense que Noah Essengue que t'as cité est vraiment trop jeune. Si je me trompe pas, Noah Essengue, il a 18 ans. C'est trop tôt. Ouais. Donc voilà. Il nous parle également, Franck, du retour de Killian Hayes à Cleveland dans un Retour qui est rôle. déjà terminé, quoi. Hein? Retour qui est déjà terminé. Ah, c'est terminé? Ah, il a été coupé, ouais, je Ah crois. merde! Ah, j'ai pas vu ça, tiens. Attends, Ah, je te ok. dis peut-être des bêtises. Non, c'est ça, il a été coupé hier, ouais. Il a été complètement coupé hier. Il est attendu en G-League, comme l'année dernière, quoi. Comme trop souvent, malheureusement. Ok. Eh ben écoute, autant pour moi, j'ai pas vu l'info concernant. Non, mais du coup, la question est d'autant plus pertinente, effectivement, parce que, Bah, il pose la question de l'acharnement à l'image de Théo Malédon qui est retourné en Europe. Bon, il y a d'autres joueurs comme ça qui ont décidé de retourner en Europe. Moi, j'ai envie de dire, vu les sommes d'argent qu'il y a en NBA, je peux pas lui en vouloir d'essayer de rester et de s'accrocher. Je trouve ça plutôt positif qu'il essaye malgré tout de se trouver une place et qu'il croit en lui, qu'il baisse pas les bras. Maintenant, effectivement, il y a un moment où il faudra se rendre à l'évidence. Si tu joues pas, c'est pas bon pour ta carrière. Et il y a un moment, Killian Hayes, sa carrière voilà, il va devoir faire un choix déterminant, quoi. bah, c'est-à-dire, ça fait 5 ans quand même qu'il a été drafté. Alors, moi, je pense que cet acharnement, il y a une explication financière, mais il y a aussi il y a aussi je pense qu'on se rend pas compte à quel point, pour les gamins qui sont nés dans les années 2000, la NBA, c'est le rêve absolu, c'est le graal du basket en club, c'est des générations qui ont grandi sous perfusion de jeux NBA et de soft power américain. Donc, je pense que dans sa tête, un mec comme Killian Hayes, il se dit, bon, bah, j'ai même pas 25 ans, j'ai le temps de tenter ma chance à nouveau. Mais c'est vrai que je trouve ça, apparemment, si j'ai bien compris, il a refusé notamment l'Asvel cet été, et c'est vrai que c'est un peu dommage, tu vois, même dans la perspective de l'équipe de France ou du développement des talents français, moi j'aurais bien aimé le voir jouer. Bon, écoute, on va voir. Il va refaire une saison en G-League. Il va espérer avoir une nouvelle chance. L'année dernière, je crois que c'était les Nets, donc qui lui avaient donné une chance. Je sais plus exactement. Mais écoute, on va voir. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut croiser les doigts pour lui et se dire que peut-être c'est la dernière, tu vois, c'est la dernière tentative avant un retour en Europe, sachant que l'exemple Yabusele a prouvé que revenir en Europe, ça t'empêche pas du tout de faire un retour en NBA quelques années après. Oui, à partir du moment où effectivement tu reconstruis ton jeu, ta confiance en toi Exactement. et que tu arrives à trouver un rôle dans une équipe. Donc ouais, à voir, écoute, mais ouais, putain, tu vois, ça m'était totalement. C'est vrai, c'était il y a 2 jours. Je suis grave à la bourre sur le cas Killian Hayes, tu vois. J'ai travaillé sur cette question. Je suis désolé, Franck, mais j'ai travaillé sur cette question au début de la semaine et je suis pas retourné sur le cas Killian Hayes depuis. Et je suis triste d'apprendre qu'il est coupé du roster des Cavaliers. Je pensais vraiment Ouais, c'est que dommage.
qu'il allait avoir cette opportunité de poursuivre au moins le début de saison avec Cleveland. Après, c'est sûr que c'était pas idéal étant donné que les Cavaliers jouent le titre, clairement. Donc c'est compliqué. Jérôme, fidèle du podcast depuis des années, Jérôme, on le connaît bien. Il nous a posé plein de questions. J'en ai sélectionné quelques-unes. Alors, en fonction des recoupements avec les autres questions, et aussi parce que ça va bientôt faire 1 heure de podcast, et je me doutais bien qu'on allait prendre du temps, et il faut qu'on avance. Mais merci Jérôme pour toutes tes questions, c'est toujours un bonheur de savoir compter sur toi. Il nous pose la question de la prolongation de Naz Reid et de son contrat, savoir ce qu'on en pense. Naz Reid a signé un contrat de 5 ans à 125 millions de dollars, 6e homme de l'année, il y a 1 an, c'est ça, il y a une saison, un truc comme ça. Profil poste 4-5, très recherché dans la ligue avec un shoot à 3 points. Ça peut indiquer, pour moi, cette signature, un futur transfert à Minnesota. Julius Randle, Rudy Gobert, c'est pas impossible. Ils ont perdu Nickel Alexander-Walker en conséquence de ce choix de garder Naz Reid. Donc clairement, Minnesota croit à l'avenir de Naz Reid dans leur franchise. Est-ce que c'est une bonne décision? Moi, je pense que oui, c'est vraiment un joueur qui a un profil extrêmement intéressant. En plus, défensivement, c'est pas du tout un minus. Il se défend. Donc, moi, j'aime bien cette signature côté Wolves, dont j'ai hâte de voir la saison. Clairement, je l'ai dit à la fin de la saison dernière. Je pense que ils doivent mettre fin à l'expérimentation Rudy Gobert. Pour moi, c'est terminé cette histoire. Et j'espère de les voir bouger de là pour passer à autre chose avec Anthony Edwards et permettre à Anthony Edwards de reconstruire autour de lui, quoi. Clairement. Et que ce soit Randle ou Gobert, je pense que il faut bouger de là. Bah ouais, Naz Reid, c'est un mec qui progresse quasiment chaque saison, et il est l'avenir du secteur intérieur des Wolves, bien plus que Gobert ou Randle. Et en plus, on parle de Minnesota, on sait très bien qu'ils vont pas attirer grand monde sur le marché des agents libres, malgré le fait qu'un profil comme Anthony Edwards puisse paraître attractif. Aujourd'hui, le plus important pour eux, c'est de sécuriser leurs meilleurs joueurs, et un mec comme Naz Reid, qui vient tout juste d'avoir 26 ans, a encore de très très belles années devant lui. Donc je suis d'accord avec toi, c'est un très bon contrat. Enfin, c'était une prolongation qui était attendue et qui est logique. Ouais, complètement. Ouais. Il nous demande si on est surpris que personne se soit rapproché de Mike Malone pour cette nouvelle saison. Pas vraiment. Moi, je suis pas vraiment surpris par ça parce que j'ai l'impression qu'il sera sur la liste des coachs à considérer dans l'éventualité d'un licenciement si ça intervient pendant la saison. Je pense notamment à Willie Green aux Pelicans. Les Pelicans ont changé totalement le front office. Donc Willie Green, c'est pas leur coach. Et clairement, si les Pelicans commencent à prendre l'eau très rapidement, Willie Green va sauter, ça c'est quasiment certain. Et Mike Malone peut être un des coachs considérés côté Pelicans. Et ailleurs, on verra bien. Je rappelle qu'il y a très peu de coachs dans la ligue qui ont un titre, qui peuvent se targuer d'avoir un titre NBA. Il y a Doug Rivers, Rick Carlisle, Nick Nurse, Tyronn Lue, Joe Mazzulla, Mark Deno, et donc Mike Malone qui n'est pas employé actuellement. Donc non, Mike Malone, je pense, sera largement considéré à l'avenir. Je pense pas que ça soit la fin de Mike Malone en NBA. Mais en plus, il n'y a pas eu trop de changements de coach cet été, il me semble. Non. On a vu des coachs confirmés, mais pas trop de changements. Et puis, dans l'absolu, moi, je suis pas surpris que ça prenne du temps, déjà, parce qu'il doit digérer quand même cette fin d'aventure. Oui, ça a été dur. Ça a été amer. Bah oui, c'est ça. Il a rejoint ESPN après son renvoi, et à chaque fois qu'il s'est exprimé sur le sujet, on a senti qu'il avait un peu du mal à accepter la manière avec laquelle ça s'était fini. Et surtout, il a été très clair sur le fait qu'il voulait revenir en NBA, mais dans le bon environnement pour lui. Donc, je pense aussi qu'il est pas ouvert à toutes les propositions. Donc non, pas trop surpris que ça prenne un peu de temps, et je pense, tu l'as dit, que son aventure en NBA n'est pas du tout terminée et qu'on le reverra dans les mois, voire les années qui viennent. Jérôme nous demande également ce qu'on attend de Ja Morant pour cette nouvelle saison. Moi, j'ai envie de te dire qu'il prenne enfin du plomb dans la tête, sans mauvais jeu de mots, qu'il devienne le leader sur le terrain dont les Grizzlies ont besoin, clairement. Puis les Grizzlies, ils sont depuis un bon moment maintenant, c'est blessures à répétition pour des joueurs majeurs, Ja Morant, Jared Jackson Jr., Zach Edey, Brandon Clark. On va dire que là, c'est les 4 joueurs les plus importants de leur effectif, et c'est toujours un peu avec des séjours plus ou moins allongés à l'infirmerie. Donc voilà, ils commencent la saison, il y a quelques incertitudes pour certains d'entre eux.
sur l'état de santé. C'est une équipe qui, pour moi, peut être top 6 à l'Ouest, comme être complètement relégué play-in ou dans le ventre mou de leur conférence. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais concernant Ja Morant, comme Zion Williamson, je les mettrais tous les deux dans le même panier. C'est enfin concrétiser leur talent, arrêter de se disperser à l'extérieur et devenir sérieux un peu quoi. Ouais, non, mais c'est ça, hein. Moi, ce que j'attends de lui, c'est qu'il enchaîne les matchs et qu'il se concentre sur le basket. Oui, Alors, voilà. je sais que l'idée, parfois, ça a été de faire de Jaren Jackson le patron de la franchise, mais un profil comme Ja Morant est beaucoup trop important. Quand il est en forme, il apporte tellement dans l'intensité, il est tellement créatif, il a du leadership sur le parquet, c'est un talent exceptionnel. Moi, j'ai un peu envie de croire qu'il peut retrouver le fil de sa carrière, mais on va pas se mentir, plus les saisons passent et moins je vais y croire. Donc là, il serait vraiment, vraiment temps de faire une saison à la hauteur des attentes. Eh, complètement, ouais. Je sais pas, c'est des joueurs qui me frustrent tellement. Ah, c'est exactement le mot, c'est la frustration. Ouais, c'est la frustration qui domine pour la carrière de ces joueurs-là pour l'instant. Et c'est vrai que cette saison, je me suis promis que j'allais essayer de moins me concentrer sur eux parce qu'on en a beaucoup parlé de Ja Morant à l'époque de ses suspensions, tout ça. Zion Williamson, tous les ans, on se fait un peu avoir, on se fait un peu couillonner sur le fait qu'on y croit, puis finalement, il se pète au bout de 2 semaines. Donc, on va y aller doucement cette saison. On va voir, on va laisser un peu les choses se mettre en place et on verra si on prend le temps de bien se pencher sur eux ou pas au cours de la saison, quoi. Jérôme nous demande également les rumeurs de départ de Lauri Markkanen à Utah qui reviennent avec insistance. Ça fait un moment que ça dure. Est-ce qu'on voit dans quelle franchise il pourrait se retrouver? Les Warriors et les Spurs sont les 2 franchises les plus citées dans les rumeurs ces dernières saisons. Est-ce que c'est là qu'il va le terminer? Je suis pas sûr. Ça voudrait dire qu'il y a des gros mouvements, des sérieuses décisions qui ont été prises dans les 2 franchises que je viens de citer. Donc voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'Utah va chercher à ajouter à son capital de futurs pics. Voilà, Danny Ainge, comme je l'ai dit tout à l'heure, suit la logique du Thunder. Donc s'il peut refourguer Lauri Markkanen pour récupérer des pics de draft, c'est ce qui va se passer. Notamment avec Ace Bailey, qui aujourd'hui est un talent dont la trajectoire ne colle pas forcément à celle de Lauri Markkanen. Et donc, s'il décide tout d'un coup de se dire, maintenant, on mise tout sur Ace Bailey, on suit son parcours à lui, et Markkanen, on essaie de récupérer ce qu'on peut, en termes de pic de draft, en termes de jeunes talents, pour coller à la trajectoire de Bailey, la carrière de Bailey. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Voilà. Pour moi, l'idée du Jazz, c'est d'attendre le bon moment pour récupérer un talent générationnel, soit par la draft, soit dans un deal. Voilà, il y a la jurisprudence des Clippers avec Shai Gilgeous-Alexander qui est tombé dans la musette du Thunder parce qu'il fallait faire venir Paul George pour contenter Kawhi Leonard à l'époque. Voilà, on verra. Il y a plein de possibilités côté Jazz. J'ai hâte de voir ce que va faire Danny Ainge concernant Lauri Markkanen et aussi comment il va s'entretenir avec le joueur. Est-ce qu'il va essayer de faire un choix qui va plaire à Lauri Markkanen ou pas? J'ai hâte de voir ça. Mais moi, j'ai aucune idée d'où il va finir Markkanen. Franchement, je vois pas quelle équipe ambitieuse pourrait vouloir le récupérer. Il est sous contrat jusqu'en 2029, il pèse 30% du cap. Ok, c'est un super joueur offensif, un excellent finisseur, mais tu vas pas au titre, je pense, avec un Markkanen à 30% du cap. Oui, voilà. Donc, quelle équipe, en fait, arriverait à faire venir le salaire de Markkanen tout en se disant c'est la pièce qui nous manque pour aller au bout? Parce que le sacrifice derrière est tellement colossal que c'est-à-dire que Markkanen, tu crois vraiment que c'est le complément absolu de ton numéro 1, quoi. Ouais, et donc je vois vraiment pas comment ça peut le faire. Alors, t'as cité les Spurs et les Warriors qui font effectivement partie des équipes qui étaient le plus annoncées intéressées par son profil, sauf que les Warriors en réalité c'était avant le trade pour Butler. Oui, c'est terminé, avec Butler, c'est terminé. Donc San Antonio, ok, mais à quel prix? Pas avec Fox, pas avec le salaire de Fox par exemple. Voilà, c'est ça. C'est quasiment impossible. Donc je sais pas, je vois pas peut-être un panic move de Milwaukee pour essayer de convaincre Giannis de rester, mais non, en fait ça marcherait pas non plus. Enfin je vois pas du tout je vois pas quelle équipe aujourd'hui pourrait faire un trade pour Lauri Markkanen dans les mois qui viennent.
Je vois pas. Ouais, la carrière de Lauri Markkanen est compliquée. Ouais, hein. Moi, je pense que le Jazz a moins d'options que ce qu'on peut croire sur le cas Lauri Markkanen, vraiment. Ouais, complètement. À voir après si il y a tout, on verra. Tu sais, il y a toujours des surprises. Au final, il y a toujours des choses qui se passent ou qu'on attend Oui, non, mais c'est absolument ça. pas, et on se dit what? Pourquoi ça se C'est passe ça. comme ça? Si Et tu, voilà. L'année dernière, à la même époque, si tu m'avais parlé du trade de Doncic, je t'aurais Voilà, rionné, tu vois. Mais bon. voilà. Il y a des choses qui se déroulent parfois en NBA et tu te dis mais même dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé un truc pareil, quoi. Julien, fidèle auditeur depuis des années, nous dit est-ce que la hype est pas en baisse cette saison? Il se dit moins excité par cette reprise NBA. Eh ben, mon cher Julien, moi j'ai envie de te dire que je suis très hypé par cette saison NBA. Que ce soit Victor Wembanyama, les Nuggets qui pourraient nous offrir un adversaire légitime à OKC, les Knicks, les Cavs qui vont se disputer la conférence Est, Orlando qui a fait all-in avec Desmond Bane et qui a un effectif jeune et talentueux, Zachary Zaché qui est dans une équipe d'Atlanta prometteuse et qui nous montre des belles choses en pré-saison. LeBron James et sa communication, ça c'est mon côté maso. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve encore comme petit clin d'œil, comme petit projet personnel. C'est bien que tu reconnaisses que t'aimes ça, quand même. Mais oui, j'adore ça. J'adore LeBron James. C'est marrant, on s'ennuie pas avec lui. Le projet des Wizards dont je parlais tout à l'heure, les Clippers, qu'est-ce qui va leur arriver, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que ça va donner cette enquête, est-ce qu'ils peuvent faire un résultat à l'Ouest? Est-ce que c'est possible? Est-ce que Bradley Beal va retrouver des couleurs? Il y a Yang Hansen, le Jokic chinois à Portland, l'expérience Westbrook aux Kings, les Warriors qui, certains prédisent que ça pourrait être une des énormes surprises de cette conférence Ouest. Cooper Flag à Dallas, la fierté des Celtics qui pourrait surprendre pas mal de monde. Tous les soirs, il y aura quelque chose de passionnant à suivre, Julien. J'en suis persuadé. On va se régaler et on sera ensemble pour suivre tout ça. Vraiment. Enfin, moi, je suis hyper hypé par cette saison. Bah ouais, pareil, hein, pareil. Au-delà du truc évident qui est, j'ai envie de voir Wembanyama et son évolution. Il y a tellement de choses, il y a tellement d'équipes que j'ai hâte de voir jouer. Cleveland, Orlando, Houston, Détroit. En tant que fan des Lakers, j'ai hâte de voir quel Luka on va avoir cette saison. En plus, il y a aussi un peu l'aspect où on est un peu en train d'assister aux 2-3 dernières saisons de mecs qui sont absolument légendaires de l'histoire dans la ligue. Bientôt, on n'aura plus LeBron James, on n'aura plus Stephen Curry, on n'aura plus Kevin Durant, on n'aura plus James Harden, tous ces mecs-là. Ouais. Je trouve que ça ajoute un petit truc. Mais carrément, il y a un côté film hollywoodien incroyable. Ah oui. Et voilà, et il y a beaucoup de trucs qui me hype. En plus, hier soir, Coach Nick a sorti une vidéo sur l'apport de Lonzo Ball sur le jeu offensif des Cavs. Alors le niveau de hype a été multiplié par... C'est beau, hein, Charlie. C'est beau. C'est beau ce qui bonheur. se passe à Cleveland, là. Quel bonheur. Les quelques passages de Lonzo sous le maillot des Cavs a été waouh. Ah mais moi je te dis, pour moi depuis toujours je suis persuadé que c'est le meneur parfait pour l'attaque d'Atkinson et je vais me régaler cette saison. Ça fait chier qu'il ait plus de genoux quand même. T'inquiète, il en a pas besoin. Il a pas besoin de sa rotule. Pour la magie. Les rotules c'est surcoté. Bien sûr. Il nous parle également des équipes dont on ne parle jamais. Voilà, les équipes comme Utah, Brooklyn, Toronto. On en parle peu parce qu'il n'y a pas de Français forcément. Enfin là, pour le coup, Brooklyn, si. J'ai l'impression que dans le podcast, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai toujours conçu mon podcast, c'est que il y a toujours un sujet phare sur les équipes en forme. On parle aussi des équipes qui sont dans la course, qui ont des résultats forcément. C'est ce que je dis toujours. Dans une saison, dans le podcast, on va tourner souvent sur 6, 7, 8 équipes qui vont revenir régulièrement. On va parler de certains joueurs, de certains joueurs du banc, de leurs jeunes talents. On parle d'eux parce que c'est eux qui font vivre la saison. On suit la course au titre, on suit l'évolution, on suit les stratégies. Je trouve ça intéressant de parler de ça. Et j'ai l'impression, Charlie, tu me dis si tu as ce sentiment aussi, mais qu'on essaie toujours aussi de parler des équipes un peu plus en retrait, dont on parle moins, mais de parler pareil d'un de leurs joueurs, d'un de leurs rookies, de leur projet, de l'évolution de ce qu'ils essayent de faire ou pas. Et souvent, pareil, on essaie toujours de mettre un coup de projecteur sur un joueur en particulier, qui sont pas toujours des joueurs de très 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 en vue. Je me souviens qu'on a parlé de Chris Boucher à une époque où personne n'en parlait. On a parlé de joueurs, on a parlé de comment il s'appelle,
Grady Dick l'an dernier. On a parlé de plein de joueurs comme ça qui ne sont pas forcément en une des discussions. Donc j'ai l'impression qu'on fait le taf là-dessus. La vérité, c'est aussi que toi et moi, on a un problème, c'est qu'on a du bon mal à faire court. On est souvent pris dans nos discussions, et comme le temps est mine de rien un peu limité, c'est difficile de parler de tout et de tout le monde. Il y a quand même beaucoup de franchises en NBA, donc c'est sûr qu'on privilégie un peu celles qui font l'actu, celles qui performent, celles qui ont des Français, celles dont les projets sont cohérents, ce qui n'est pas le cas de toutes les équipes du tout. C'est ça. Après, c'est ça. On va pas passer. Moi, j'aime pas perdre du temps à parler d'équipes qui font n'importe quoi. Enfin, t'as des équipes, ils font vraiment n'importe quoi. Des fois, tu le dis, tu t'amuses, tu rigoles, tu dis ah mais ils font vraiment n'importe quoi. Mais après, y a plus grand chose à dire, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc c'est sûr qu'on doit un peu hiérarchiser les sujets et on doit aussi mine de rien un peu parler parce que on va pas se mentir, on a aussi des vies et des boulots à côté. Ouais. On n'a pas non plus la possibilité de regarder 100% des matchs, malheureusement. La preuve qu'il y a une Ace, tu vois. J'étais pas. Ouais, voilà. Et ça m'arrive de manquer des infos, vous savez. Donc en fait, pour pouvoir être un peu pertinent sur les sujets dont on parle, on est clairement obligé de choisir les sujets qu'on maîtrise. Donc c'est sûr qu'on peut pas tout traiter non plus. Mais j'espère, Julien, que malgré tout, tu es content du traitement de l'information dans le podcast. Je pense, puisque tu nous écoutes. Donc voilà. Il nous pose une question polémique, Julien. Il a envie qu'on se fâche. Quels sont selon vous les joueurs surcotés et sous-cotés en ce moment? J'adore, Julien, j'adore parce que toi tu veux qu'on sorte les gants. J'adore ça. Alors vas-y, moi je commence. Surcoté. Est-ce que tu sais qui est-ce que je vais dire en surcoté, Charlie? LeBron James? Arrête, mais t'es vraiment, mais pourquoi je t'invite dans ce podcast? C'est pas possible. Mais attends, c'est vrai, c'est ce que la semaine dernière, c'est sensiblement ce que t'as dit. Je vais passer une petite annonce. Mais non, mais pas du tout. Mais arrête, Charlie. Je dis ça, mais tu sais très bien que c'est... Tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui le mettent encore dans le top 10 des meilleurs joueurs NBA. Est-ce que pour toi, ça, c'est le surcoté ou pas? Oui, je pense que LeBron James, aujourd'hui, a des stats qui sont extrêmement impressionnantes. Mais si tu regardes son impact réel sur le terrain, il est vraiment en baisse, en chute libre depuis. Mais je suis d'accord, mais 2 saisons. Tu l'aurais mis dans les surcotés, ça m'aurait pas choqué. Mais non, je le mets pas dans le surcoté. Il a 40 ans, le gars. Il est pas surcoté. Ce qu'il fait à son âge, à ce moment de sa carrière, après 22 ans dans la ligue, c'est complètement irréel. Oui, J'ignore pas ce détail. Mais par contre, ceux qui me disent, les Lakers avec LeBron James, ça va au bout. Non, je suis désolé. Non, je pense pas. Il prend trop d'argent. S'il avait renégocié son contrat, qu'il avait pris 15 millions à la saison et que ça avait permis aux Lakers de vraiment recruter fort derrière pour mettre les talents qu'il fallait autour de Lucas et que lui était encore là avec son cerveau, son espèce d'ordinateur, d'unité centrale qu'il a à la place du cerveau, là je dis carrément. Là je dis LeBron, c'est idéal pour toi, tu vas exceller dans ce rôle-là. Le fait qu'il ait refusé de le faire et qu'il continue de prendre autant d'argent et que ça pénalise les Lakers pour recruter des talents qui vont impacter le jeu et impacter les résultats concrètement sur le terrain, pour moi c'est clair que ça marche pas. Voilà. Donc je peux dire mon joueur surcoté ou pas, Charlie? Allez, vas-y, pardon. Il y en a pas un que qui d'autre tu dirais? Le deuxième. Je suis sûr que tu peux le trouver. Donne-moi un deuxième que tu penserais que je dirais. Allez, vas-y. Je sais pas, franchement, il y en a trop. Honnêtement, je sais pas. Kristaps Porzingis. En fait, c'est pas par manque de talent que je dis ça. C'est qu'il est constamment blessé depuis le début de sa carrière. Et en fait, un truc qui m'énerve en ce moment, je sais pas pourquoi ça m'énerve à ce point-là, mais c'est de lire tous les articles sur les sites américains qui disent « Ah, Atlanta, incroyable, Kristaps Porzingis, ça change tout, ça peut jouer vraiment les troubles faits à l'Est, et ainsi de suite. » J'ai très envie qu'Atlanta, ça fonctionne. J'adore Zachary Isaché, j'adore cette équipe, tout ça, vous le savez. Donc, j'ai envie que ça fonctionne. Mais Porzingis, je suis désolé, le gars, à chaque fois, c'est quand même un feu de paille pas possible, quoi. Et je ne comprends pas qu'on continue de donner du crédit à ce joueur-là alors qu'il se pète systématiquement, qu'il est incapable de faire une saison entière et qu'il y a un moment ou un autre, Porzingis, il sera à l'infirmerie, point barre, on le sait. Ouais, mais son profil, quand il est sur le parquet, c'est une prise de tête pour tout le monde. Je pense que c'est aussi pour ça. Il sait pas faire un post-up, le gars, il mesure 2,20 m.
faut arrêter, putain. C'est un shooter à 3 points qui mesure 2,20 m. Et excellent défenseur du cercle, voilà. Moi, je trouve que c'est un joueur qui est surcoté, voilà. Oui, non mais je suis assez d'accord, hein, globalement. Je sais pas, mais t'as pas l'air d'accord avec moi. Mais c'est pas grave, je suis plutôt d'accord. Mais si, je suis plutôt d'accord, tout à fait. Ton joueur surcoté, toi. Alors moi je vais pas me faire des J'adore amis parce que c'est un des chouchous des réseaux sociaux, je suis désolé, mais Lamelo Ball, qu'est-ce qu'il est surcoté. Ah, j'ai failli le mettre, Charlie, j'avoue. Non mais vraiment, hein, tu lis les réseaux sociaux, t'as l'impression que le mec c'est un top 3, top 5 meneur de la ligue. Alors déjà pour ça il faudrait qu'il joue plus de 45 matchs par an. Ensuite il faudrait qu'il perde moins de 4 ballons par match. Et vraiment, ouais, je trouve que Lamelo Ball c'est vraiment le joueur... C'est le joueur réseaux sociaux par excellence, quoi. C'est le mec dont tu vas avoir des vidéos d'une minute 30 sur Twitter où tu le vois faire des trucs incroyables et où tu te dis c'est extraordinaire. Moi, si demain je montais une équipe, je voudrais pas de Lamelo Ball à la main. Je comprends pas pourquoi ce gars-là continue à prendre des tirs complètement déglingos. Alors, il y a un côté fun et tout ça parce que c'est vraiment un joueur qui a une, oui, mais c'est ça. Qui a une vision du jeu, qui a une capacité de balle en main qui est évidente. Il a un talent extraordinaire, Lamelo Ball. Mais je déteste. En fait, le basket, t'as besoin de réfléchir. Il y a un côté stratégique et ton talent ne suffit pas. Le fait que tu sois talentueux balle en main ne suffit pas. Il faut que tu réfléchisses à ce que tu fais et tu peux pas balancer des ogives 3 mètres derrière la ligne parce que c'est sexy, quoi. Moi, je voudrais qu'on donne les genoux de Lamelo à Lonzo, s'il vous plaît. Exactement. Ouais. Quoique, il joue pas beaucoup plus. Hein. C'est bien dit. Sous-côté maintenant. Sous-côté, je dirais Luke Cornett. Parce que Luke Cornett, il sort de sa meilleure saison en carrière l'an dernier avec les Celtics. Son jeu en pick and roll avec Jason Tatum, c'était de l'or en barre. La défense du cercle est excellente. Et je trouve que c'est une excellente recrue pour les Spurs. Et j'ai l'impression que peu de gens parlent de Luke Cornett comme ça, en fait. Comme une recrue vraiment hyper pertinente côté San Antonio. J'adore cette recrue-là. J'adore le fait qu'il soit dans cet effectif. Et j'en ai un deuxième parce que c'est mon chouchou, même s'il est trop souvent blessé pour le coup. Mais je ne lui apposerai pas le truc que j'appose à Porzingis, à savoir le trop souvent blessé pour le coup. C'est D'Anthony Melton. J'adore ce joueur. Un joueur dont l'impact quand il est sur le terrain est colossal, hyper intelligent, qui connaît son rôle, un role player absolument génial et défenseur largement sous-estimé. Donc voilà, je le dis depuis longtemps. Quand il était aux Grizzlies déjà, je le disais. Et je continuerai à le dire, D'Anthony Melton, c'est un joueur que j'apprécie énormément et j'aimerais qu'il ait plus de reconnaissance que ce qu'il a. Ouais, alors moi j'en ai noté plusieurs. Le premier que j'ai noté, Lonzo Ball. Non, je trouve que c'est un peu moins le cas depuis le titre, mais je trouve que globalement dans sa carrière, Derrick White est un joueur qui a été très sous-coté. Ouais, alors il l'est plus, hein. Oui, il l'est plus trop, c'est pour ça. C'est pour ça que j'en ai noté d'autres. Mais t'as raison, ouais. Je trouve qu'à Indiana, tu peux regarder les 3/4 de l'effectif et noter les noms, des Nembhard, des McConnell, tous ces mecs-là sont incroyablement sous-cotés. Ouais. Mais surtout, pour moi, le joueur qui est le plus sous-coté de la ligue, c'est Zubac. Ah ouais, pas mal. Pour moi, Zubac. Très bon contrat, Zubac. C'est devenu un des intérieurs, enfin, un des pivots les plus fiables et les plus intéressants de la ligue. Et je trouve que les gens ne mettent pas assez son apport en valeur. Donc voilà, moi j'ai noté Zubac. Ouais, complètement, ouais. Très très bon choix. On va passer à la question de Jocelyn, qui nous demande si les Toronto Raptors sont susceptibles de revenir sur le devant de la scène dans les années à venir. Le play-off, est-ce que c'est une franchise de transition pour des joueurs qui exploseront dans d'autres équipes après leur départ? Alors, moi j'ai envie de dire, Jocelyn, que cette équipe, elle est quand même championne en 2019. C'est encore très récent à l'échelle de la NBA. C'est un exploit colossal. Ça paraît si loin en vrai. Ouais, mais c'est hyper récent. Oui, Masai Ujiri a été licencié à la surprise générale cet été. Apparemment, il a été jugé comme plus en capacité de prendre les décisions qui s'imposaient, trop éparpillé et plus assez concentré. Enfin bref, j'ai pas trop tout suivi sur cette histoire, mais voilà. C'est le general manager Bobby Webster qui a été nommé à la tête des opérations basket. Toronto n'a pas nommé de nouveau président depuis.
Voilà, donc on va voir, parce que là, le fait de changer un petit peu le front office, tout ça, la direction, eh ben, ça change également les objectifs et la façon de construire une équipe. Donc, je pense que le projet va encore prendre quelques années. Ils ont Scotty Barnes sur lequel ils ont envie de construire à l'heure qu'il est. Est-ce que c'est un franchise player en puissance ou pas? Je ne sais pas. J'ai l'impression que le doute s'installe le concernant. Pour l'instant, ça joue clairement le milieu de tableau à l'Est. Faut voir comment la greffe Brandon Ingram va prendre cette saison. Ils cherchent à recruter des talents, mais moi voilà, ce que je dis, c'est que étant donné qu'il y a un gros changement dans le front office, c'est wait and see côté Raptors pour l'instant, quoi. Donc il y a des très bons joueurs, il y a du talent dans cet effectif. Franchement, le parcours de Brandon Ingram aux Raptors, je pense que vous allez en entendre parler cette saison dans le podcast, clairement, parce que j'ai très envie d'en parler et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Donc voilà. Oui, en plus toi t'es gros fan de Brandon, donc. Ouais. Écoute, ouais, alors ça dépend ce qu'on entend revenir sur le devant de la scène. Je pense que non, ils joueront pas le titre. Ça, j'y crois pas dans un futur proche. Revenir en play-off, je pense que c'est envisageable, surtout qu'il y a quand même pas mal d'incertitudes sur la conférence Est. Voilà, en fait, je sais pas très bien quelles sont les attentes des fans des Raptors. C'est quand même une franchise, tu vois, qui avant l'année Kawhi, complètement extraordinaire, exceptionnelle et tout, c'est quand même une franchise qui était habitué à aller loin en play-off avec le duo Laurie DeRozan. Je pense qu'il faut pas s'attendre à ça dans l'immédiat. Maintenant, revenir en play-off, oui, je pense que c'est envisageable à court ou moyen terme. Ouais, je pense aussi, ouais. Encore une fois, dans des équipes, pour ces équipes-là, l'important, c'est d'identifier les talents, ton talent principal, ton éventuel franchise player. Et si t'as pas un gars qui est capable de t'emmener loin, ou aussi loin que tu le penses, faut pas traîner des pieds très longtemps. Hein. C'est assez impitoyable la NBA. Hein. C'est complètement impitoyable. Faut jamais oublier ça. Et non, mais je veux dire, moi qui ai été fan de franchise où tu t'attaches à des joueurs et puis tout d'un coup les mecs ils se font bananer sans pitié. Et toi, tu as été là, tu te dis, ouais, je l'aimais bien pourtant ce jour-là, mais ouais, c'est sans pitié, quoi. Axel qui nous demande si on va faire un compte Instagram. Eh ben oui, Axel, on l'a annoncé en début de podcast, donc j'espère que ça te fait plaisir. Il y aura des petits extraits et un lien qui mènera directement sur le podcast longue durée. Voilà ce qu'on va faire pour le moment, puis on verra comment on fera évoluer ce compte Instagram éventuellement. Comment on le fait grandir. On verra ça, faut trouver du temps. C'est déjà beaucoup de temps de travailler, de s'occuper de notre vie de tous les jours. Mais on va essayer de faire ce petit compte Instagram pour le faire vivre le podcast sur Insta. Voilà, TikTok, j'ai pas très envie d'y aller, je vous avoue. Donc pour l'instant non, mais on verra, peut-être un jour, qui sait. Puis pour le basket, il nous demande les Français qu'on va suivre cette saison. Bah ça, on en a déjà parlé plus tôt. Et tu es fan des Knicks, et bah voilà, là je te renvoie à l'épisode de la semaine dernière où j'ai dit personnellement que c'était mes favoris de la conférence Est. Je pense qu'ils vont atteindre les finales NBA à l'Est et qu'ils s'inclineront soit contre OKC, soit contre Denver. Voilà ce que je dirais concernant les Knicks. Après, on sait jamais. Hein. On parlait de Toronto tout de suite. Toronto, quand ils arrivent en finale en 2019 face aux Warriors, à la base, c'est pas les favoris. Et ils se retrouvent avec un titre à la clé parce qu'il y a des joueurs blessés. Alors, on n'a pas envie de voir des blessures qui s'accumulent en finale, bien évidemment. Personne n'a envie de voir ça. Mais en tant que fan d'une franchise, quand ta franchise, elle se retrouve être le bénéficiaire de la faute à pas de chance et des blessures, tu prends. Hein. Tu prends. Oui. Donc voilà, on sait jamais, Axel. Moi, j'ai des très très grands espoirs pour les Knicks cette saison. Ouais, mais c'est ça, c'est un peu ce qu'on a dit la semaine dernière, et finalement il y a presque un petit côté maintenant ou jamais pour eux, tellement la conférence Est est plus ouverte que jamais, enfin même certains diront plus faible que jamais. Il y a vraiment un coup à jouer pour aller en finale NBA. Maintenant, honnêtement, comme tu l'as dit, si demain je dois me projeter sur une finale NBA entre les Knicks et OKC ou entre les Knicks et les Nuggets, je suis pas sûr d'être très confiant pour New York, mais c'est dans longtemps. Une saison entière, c'est extrêmement long. En NBA, il peut se passer beaucoup de choses. Donc on va pas s'emballer, mais c'est clair que les Knicks ont un vrai gros coup à jouer cette année. Ouais, complètement.
Abdel également, grand fidèle du podcast, qui nous encourage sur les réseaux sociaux, sur X notamment où on est, pour le coup, où on poste le lien de nos podcasts dès leur sortie. Merci Abdel pour ton soutien permanent, ça fait. Quel roi Abdel. Ah ouais, toujours là. Donc merci à toi pour ton soutien. Qui te pose la question. Alors, il a posé plein de questions, Abdel également, qu'on a déjà traitées auparavant dans d'autres podcasts, mais il nous pose deux questions très intéressantes. La première, que je trouve extrêmement pertinente, c'est sur les Warriors et sur Boston. Savoir si, donc, que ce soit les Warriors ou les Celtics, est-ce qu'on n'a pas tendance à les sous-estimer un petit peu Alors, concernant les Warriors, est-ce qu'on les sous-estime pas avec le recrutement qu'ils ont fait l'an dernier et les bases sur lesquelles ils étaient après l'arrivée de Jimmy Butler? Et concernant Boston, plus de savoir est-ce qu'on a assisté à la mort de cet effectif qui devait être une dynastie et quelque part, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire Boston cette saison, Charlie? Et moi, j'ai envie de dire, les Warriors, effectivement, je pense qu'il y a un monde où cette saison, ils font très mal. Ce qui me pose problème, c'est la disponibilité des joueurs majeurs de cet effectif. L'effectif est dingue. Il est très fort, très complémentaire. Ça peut faire très mal. J'en suis persuadé. Les Warriors peuvent vraiment être une équipe top 4 à l'Ouest. Si tout va bien, si Curry joue une majeure partie des matchs, mais aussi pour Jimmy Butler, aussi Draymond Green et ainsi de suite. Et il faut que je vois pour le croire, quoi. Très clairement. Mais j'ai l'impression que ça peut faire très mal si ça reste en bonne santé. La question de cet effectif, c'est la santé. Bah ouais, c'est ça, quelque part, j'ai même envie de te dire, est-ce qu'ils ont intérêt de forcer pour être top 4, tu vois? Est-ce que quand t'as un effectif pareil, tu te dis pas, de toute façon, si Curry, Draymond, Butler, etc. arrivent en pleine forme en playoff, on peut taper n'importe qui. C'est le plus important, alors effectivement. tu vois, on va plutôt aller viser la 6e place et de toute façon, on est confiant en notre capacité à taper n'importe qui. Tout ce qui compte, c'est que nos joueurs stars arrivent en pleine forme. Bon, voilà, moi, c'est clair que... Après, on est aussi vachement marqué par l'historique, tu vois, par l'histoire de la ligue. En fait, on a vu Curry faire des trucs tellement fous. On a vu Jimmy Butler en 2022 être capable de sortir des matchs phénoménaux en play-off. Alors, donc oui, c'est clair que on est un peu dans l'idée que si ces trois-là sont en forme, que c'est bien coaché, qu'ils sont pas trop mal entourés aussi, parce que la rotation s'est étoffée quand même. Cette équipe, elle peut poser des problèmes à tout le monde. Ouais, complètement, ouais. Je suis absolument d'accord avec toi. Donc vraiment hâte de voir ça. Et pour Boston, est-ce qu'on a assisté à la mort de ce roster ou pas? En l'état, oui, forcément. Oui, clairement. Oui. La version qu'on a connue l'an dernier, oui, elle était totalement morte. Mais tant que Brad Stevens sera aux commandes à prendre des décisions, malgré le changement de propriétaire, qui a l'air d'être... les nouveaux propriétaires ont l'air d'être tout à fait ambitieux. Donc tant qu'il y a Tatum, Jaylen Brown, s'il garde Derrick White, Pritchard, on verra qui subsistera la saison prochaine. Donc, je pense qu'il faudra voir ce que ça va donner. En l'état actuel des choses, avec l'effectif qu'il y a, moi, je pense que Boston, ils sont pas mauvais en fait. Je pense ils ont du talent, ils ont des joueurs que je respecte énormément, et j'ai l'impression qu'ils peuvent aller gagner des matchs. Je sais pas, je saurais pas prédire où ça va se terminer dans la saison, mais je les vois pas au fin fond du classement à l'Est, personnellement. Il y a des vrais manques, notamment à l'intérieur, ça c'est Ouais. sûr. Mais non, je suis d'accord avec toi. Moi, je les vois pas non plus s'effondrer. Moi, j'avoue que bon, c'est un peu de la fiction, mais je crois personnellement que c'était pas un roster qui pouvait devenir une dynastie. Je trouve que c'est une équipe qui, même à sa période la plus faste, avait trop de périodes de relâchement pour avoir ce profil d'équipe qui enchaîne les succès. Et même la saison dernière, avant même la blessure de Tatum, pour moi, on ne retrouvait déjà plus l'équipe championne. Ouais. Donc je suis pas effondré à l'idée qu'on a loupé une dynastie. En plus, en tant que fan des Lakers, je peux te dire une dynastie de Boston, je le vivrais pas bien. Donc non, mais je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut que ça reste une équipe qu'il faut prendre au sérieux. Et on va voir comment ça se déroule. Et puis, c'est une équipe qui est bien coachée en plus. Hein. Ouais, complètement. Olivier Kern, qui est lui aussi fidèle du podcast, qui avait participé aux autres mailbags,
Merci Olivier pour ta participation, pour ton écoute. Il dit longue vie au podcast NBA Corner. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Ça fait partie des piliers des auditeurs du podcast. Donc, merci à toi. Il nous pose la question. Alors, la question, c'était sur Victor Wembanyama, sur est-ce qu'il en fait trop, comment ça va se passer la saison et ainsi de suite. On a parlé beaucoup des Spurs pour le coup, parce que il y a eu d'autres questions là-dessus. Concernant Victor, effectivement, tout le monde en parle. Mais ce qui est marrant avec Victor Wembanyama, c'est qu'on en parle en France. Il est également un sujet de conversation outre-Atlantique. Tout le monde en parle parce qu'il est à ce point hors du commun. C'est un joueur vraiment hors du commun. Moi, personnellement, comme j'ai dit tout à l'heure, je redoute la blessure. Maintenant qu'il joue au poste et qu'il joue avec du contact, je trouve que c'est un joueur qui suscitait, qui est tellement au-delà de notre imagination. J'ai envie de croire qu'il sera à la hauteur de nos promesses, mais on verra bien. On verra bien. Ce qu'il faut lui souhaiter, c'est qu'il reste en bonne santé. Et effectivement, on sera tous déçus si ça se passe pas comme prévu. Clairement, moi, j'ai envie de dire que Victor Wembanyama, moi aussi, j'essaye de freiner parfois, de me dire, voilà, calme ton enthousiasme, parce que la probabilité que ça puisse mal se passer, elle est là aussi, quoi. Maintenant, il faut vivre chaque instant avec Victor comme ça vient. Il faut vraiment kiffer la saison, je pense, des Spurs. Il faut vraiment essayer de se dire que ça va bien se passer. Et franchement, si cet effectif prend forme, si tu vois un duo Fox-Wembanyama qui commence à vraiment être acéré, quand je voyais Julian Champagny là qui a fait une excellente pré-saison, le développement de Dylan Harper, de Stephen Castle. Est-ce qu'il y a un transfert qui va venir ou pas? On verra bien. Carter Bryant, là, l'autre rookie qu'ils ont, j'adore ce joueur. Je sais pas s'il va jouer, mais franchement, les capacités athlétiques et défensives de ce joueur me laissent pantois. Donc voilà, il y a de la jeunesse, il y a de l'inexpérience. Olivier nous dit, est-ce qu'ils peuvent jouer top 4 à l'Ouest? Je sais pas, j'espère vraiment qu'ils arriveront à faire le play-in. J'ai presque envie de croire qu'ils peuvent se qualifier directement pour les playoffs si ça marche, si tout matche bien. Voilà. Les Spurs, ça va être une des équipes les plus fascinantes à suivre. Voilà. Très clairement. Ouais, je suis d'accord. Et alors moi, je vais juste revenir sur l'aspect est-ce qu'il en fait trop qui est mentionné dans la question. En fait, je pense pas qu'il en fasse trop. Je pense juste qu'en fait, aujourd'hui, Wembanyama, il a la médiatisation d'une superstar NBA. Tout à fait. C'est pas lui qui en fait trop. Voilà, c'est ça. Nous, en tant que Français, on est un peu surpris, voire étonnés, parce que en réalité, la dernière fois qu'on a eu, en fait, on n'a jamais eu un joueur en NBA à ce niveau-là, à ce calibre de superstar. Où ses moindres faits et gestes font les news, quoi. Et du coup, en tant que Français, on a un peu l'impression qu'il en fait plus que les autres. En réalité, c'est pas le cas. Il en fait, c'est juste il subit la médiatisation que subissent toutes les superstars NBA. Aujourd'hui, Wembanyama, il est dans cette galaxie-là, et je pense qu'il a les épaules pour encaisser cette pression-là. En tout cas, depuis sa draft, il l'encaisse plutôt très bien. Honnêtement, moi, pour avoir beaucoup écouté ses interviews, lu ce qu'il disait, etc., j'avoue que moi, aujourd'hui, les seuls doutes que j'ai sur Wembanyama, c'est sur sa capacité à ne pas se blesser et à tenir le coup physiquement. D'un point de vue mental, j'ai plus aucun doute sur sa capacité à encaisser la charge que représente le fait d'être aussi médiatique. Moi, ce que je regrette, c'est la frustration qu'il va créer chez ses adversaires et le fait qu'à un moment, on a vu ça dans la carrière de certains joueurs exceptionnels. LeBron James fait partie de ces joueurs-là. D'autres joueurs ont subi exactement la même chose. Enfin, tous les joueurs qu'on comptait dans la ligue, qui sont devenus des légendes de ce sport, de la NBA, ont subi ça. C'est-à-dire, au bout d'un moment, les défenses, quand elles savent plus t'arrêter, elles essayent de te rentrer dedans physiquement, quoi. Et c'est ça que j'ai hâte de voir. C'est là où je suis rassuré aussi, le fait qu'il s'est renforcé d'un point de vue musculaire. Maintenant, voilà, la question restera toujours pour Victor Wembanyama, parce que l'histoire nous apprend que les joueurs de ce gabarit ont une durée de vie assez limitée en NBA. Oui, et puis voilà, tu vois comment les défenses vont réagir à sa domination. Est-ce que, tu vois, c'est aussi un peu ça la crainte, tu vois. Est-ce qu'il va pas tomber sur un... Bon, heureusement Kelly Olynyk est à ses côtés maintenant, donc il n'y a pas trop de risque qu'il lui fasse un dirty play, mais d'autres peuvent le faire. Exactement. Donc on verra, mais cette équipe des Spurs, franchement,
Je suis pareil que toi, Olivier. J'ai énormément d'attentes, j'ai énormément d'espoir les concernant. Et voilà une équipe dont on va parler. Ça, je peux vous le promettre, dont on va parler cette saison, quoi. À moins qu'il se passe des trucs relous, mais on touche du bois. Mais on touche du bois, ouais. On va terminer ce podcast. On arrive à la dernière question. Jérôme Laporte, qui nous a découvert lors d'un voyage à Indianapolis, après un voyage à Indianapolis, où il a cherché NBA dans Spotify, il est tombé sur nous. Et pareil, alors ça me fait, j'adore ce genre d'histoire. C'est cool. Et il nous pose la question, un peu bête, nous dit-il. Alors non, il n'y a pas de question bête. Pourquoi lors des équipes dont les intitulés de match NBA ne sont pas tout le temps comme on a l'habitude de le voir en Europe, l'équipe qui joue à domicile en premier, et ben je crois que c'est parce qu'aux États-Unis, ils mettent toujours l'équipe en déplacement. En fait, ça va être Houston at Dallas. C'est ça. En fait, c'est comme ça qu'ils gèrent les affichages, et donc c'est tout le temps l'équipe qui se déplace et après on dit qui joue à domicile. Ouais, c'est ça, en fait. En Europe, c'est équipe 1 qui reçoit équipe 2. Aux États-Unis, c'est équipe 1 qui se déplace chez équipe 2 avec l'usage du at. Donc, par exemple, un match entre Boston et New York au Madison Square Garden, donc à New York, se lira Boston Celtics at New York Knicks. C'est ça, exactement, ouais. Donc, c'est une question de géographie et de leur façon de concevoir la présentation des rencontres. Donc voilà, Jérôme, j'espère qu'on a répondu à ta question et il nous souhaite une très bonne continuation. Et ben merci beaucoup. Effectivement, en tout cas, on est reparti pour une saison, ça c'est sûr et certain. Tout à fait. Charlie, merci. Ah bah écoute, merci à toi et puis surtout merci aux auditeurs pour toutes ces questions qui sont vraiment, vraiment il y avait de tout et c'était très intéressant. Ouais, carrément. On est ravis de ce mailbag, ça a été un très très bon moment. J'espère que vous avez passé un bon moment également à l'écouter. La semaine prochaine, donc la NBA reprend. C'est pas rien, c'est important, on l'attendait ce moment. Donc on va quand même en parler. Donc ça débute enfin. Donc la semaine prochaine, Charlie et moi, alors, il y aura on va avoir des invités déjà. Des invités extérieurs qui vont venir nous présenter un petit bouquin. Je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise pour la semaine prochaine. Donc, comme je vous ai dit, les 2 numéros par semaine, c'est après les vacances de la Toussaint. Voilà. Donc, c'est après, ça sera après les 2 semaines qui vont venir là. Donc, à partir du 3 novembre, voilà, enfin, du 4 novembre pour le coup, le 4 novembre au matin, le mardi matin, vous aurez un épisode et l'autre, après, ça sera le vendredi 7 novembre. Voilà. Donc, on commencera à ce moment-là. Le 24 octobre, là, on va faire le numéro, à mon avis, ça va être le numéro des hot takes et les décisions hâtives où on va, moi, je te préviens, Charlie, je vais me lâcher. Je vais faire des grosses conclusions hâtives. Je vais déclarer que tel joueur est nul, tel joueur est le meilleur joueur que j'ai jamais vu de ma vie, et ainsi de suite. Je vais me faire plaisir. Très bien. Parce que c'est très franchement un des moments de l'année que je préfère. Les moments où toute analyse statistique ne sert à rien puisque ça n'existe pas. Donc, on peut dire absolument n'importe quoi et juste se laisser guider par nos émotions. Donc voilà. Donc ça sera le lundi 24, le vendredi 24 et le vendredi 31. Il y aura également, pareil, un numéro avec Charlie pour vous parler alors qui sera tard pour le coup. Tout ça va sortir très tard pendant les vacances parce que nos agendas respectifs ne s'accordent pas hyper bien. Donc, il faudra attendre ça tardivement. Donc, soit vous veillez très tard le vendredi, soit vous attendez le samedi matin pour découvrir l'épisode. Et donc, voilà, on parlera de cette reprise. On verra un petit peu les sujets qui s'imposent à nous. Voilà, donc à vos agendas. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée, un très très bon week-end, de très bonnes vacances pour ceux qui auront la chance d'être en vacances. Et je vous dis à la semaine prochaine. À ciao, bye bye.